hortarako gira hemen, bilduak, mendiari gure bakotxaren lotura nunbait atsemaiteko, aipatzeko, eta gero ere ikusiko dugu bakotxak zer hageman ukaiten alduen, eta zer geroa ikusten dion Euskal Herriko mendiari eta bera, eta bertze, behaz, gaurko gaia zinez poita da, baina bere ala, eta mintzatu gabe, nahi egut ikus dezagun lehenik filma txipitio bat, zomat irauten du laburra da, eta gero sartze bat inen dut, batitek edertuko du hitza, batitek labor xarako hau zapesa da, eta mendiari lotutako gaiak berak ditu eramaiten irigunean, eta Cecilek Ruspeir enekin da gubien artean eramaiten dugu mendiaren xantierra eranen dugu Garapen Kontseiluan. Beraz, iruen artean, gubiok gehiago Garapen Kontseiluaren izenean animazioa, eta biztan dena, Pantxika Maitiak du eramanen entxatuko du maioneza jardezala. Guti hola bera, hola izanen da historia. Ez zizte aholtzeak, maioneza ipatzen badut ere. Beraz, behar ezagun filmatio bat, eta gero iznio bat, eta bere ala izanen da zueride batea irikitzea. Oroitzen iz, motofosezak zer kamiemena haundia ekarri zin. Lehengo xaharrer lehemiziko motofosezak etxitzezten gustatu etzilako zuntza pikatzen eustakit dena estakuru, baina lanain antzatzeko maneran eta zer nekia ez du kendu motofosezak. Mendiak ere, hainitz aldakuntza bizi ditu. Artaldeak, hainitzez handitu dira. Mendiari doazkion laguntzak akulatzaile. Lehenago, mendian ardia untsa egoiten baldin bazen, orai, sobera da denen behar bezala hazteko. Emeki, bertzel buru bat ere emaiten da mendiari. Hainiz bide ideki dira, zonbait aldiz, lekukoen nahiaren kontra mendia urratuz. Deskantzu leku bilakatzen ari da. Ihiziaz kanpo ere, lekuko jendeak gero eta gehiago maite du mendian goxatzea. Turismoak beti eta behako politakoak botatzen dizkio. On my word, what does it mean? Is it love or is it me? Makes me change so suddenly, looking out, feeling Latona itamajean ginen hor, Garapen Kontseilua etzen oraindik. Ari zen, pentsatzen, zerbaiti, eta hasteko Euskal Herriak, Ipar Euskal Herriak, ez zuen gaurko bakea ezagutzen, untsa hori baziztela Latona itamajean, ez ziren garai baketsuenak iparaldean. Eta hortarako ere, sortu da nunbait Garapen Kontseilua, hor dira bertze debateak, bertze motako debate batzu sortu, eta mendiari buruz ere, hor, poita zen ikustia parrapantori eta ibiltari hori eta biztan dena multi-usage eta delako kontzeptu horiek agertuko zidela aski laizter. Baina, nik nahi nuke gauza simple batean gaurko debateari buruz. Garapen Kontseiluak eramaiten ditu lan batzu, behaz, badakizie, guti gora bera, nola ezan, hirigunearen politika publiko guztien pentsaketa eramaile izaiteko gizan. Ados, guk nahi duguna da, gure ideiak ager diten hizkuntzan politika publikoetan. Eta nola lortu hori, ebe gure hitza, albezen bat, aske izan behar da, libre izan behar da. Ez bada gure hitza libre, ez zingo da, iritsi autetxien belarrietarat. Bi gauza important, soziete zibil hainitz, gizarte zibila hainitz aipatzen baita, gu gira, omen, gizarte zibila horren hitzaren eramaile, lehen gauza. Legeak
NOTR legeak, Garapen Kontseiluen ardura duen legea, nunbait erraiten ditu bi gauza. Badugula politika publikoen, nola ezan, behakoaren errola, aintzin eta gibel, baita bozkatzen den momentuan, baina baita ere evaluazioaren egiteko. Arras argi izaiteko, evaluazioa ez gira oino arras hasi. Zendako, ez baita oindik politika haundirik biziki aintzinatua eta bukatua evaluatzeko hirigunean. Hirigunea gaztea da, eta gure rola berri hori ere guretako gaztea da. Beraz, esperimentazio bat hasia dugu evaluazionean, eta beharrez aipatzenako genuke, hori elikaduraren inguruan eginen da. Baina, gaur bertze ariketa batean gira. Da, guk nahi genuke mendiari buruz, guk erranak, guk sentituak, guk aintzin-ikusiak ager diten argiki, gero hautetsiek politikak sortu eta idaziko dituztelarik, argiki kondutan arditzaten. Eta hortarako badira bi baldintza. Lehena da gure errola. Gure errola, biztan dena, ez da politikarien lana egitea. Gure errola da gurea egitea. Eta guk bezala. Eta uste dut, nunbait, kritika bat egiten balin badugu guk politikariek, da usu emoziorik gabeko erabakiak hartzen dituztela. Eta nunbait, nik nahi nuke gaur bederen, mendiari buruz lehenik erran dezagun zoin diren gure emozioak. Gaur nahi nuke gure hitza osoki tranquil eta askatua izan dadin, eta mendiari buruz ditugun erronkak, beldurrak, plazerrak ere, gauza hon eta txar guziak ager diten hemen. Gero, izan dira profesional batzu, hor ditugu Justine, Benjamin, Philippe, Ana ere hori ikusi dut, hor dira denak, eta hitz hori hartuko dute. Eta gero, berriz denen artean, baina baita ere bulegoko kideen artean, baita ere profesionalen artean, entxeatuko gira gaurkoa eta ondoko debaten sintesia bat egiten. Eta sintesi horrek eraman beharko ditu emozio, alde on eta txar guzi horiek, gero hautetxiek lan egin dezaten material eder, espero dut, lortzen badugu bederen horrekin. Hau da ariketa, eta argi erraiteko, batitela bordor balin badugu, gaur ez dut arras, ez dugu, biztan dena, gauza bitxia da, gaur ez niz Paskalindo, gaur niz Garapen Kontseilua, Piskal bitxia da, baina nene eskizofrenia ez du sedatzen horrek. Bref, eta behaz, Garapen Kontseiluaren izenean gomitatu balin badugu batit laborde, ez da baita ezpada mendiari buruzko hautetxia delakotz, eta mendian den herri important baten hauzapeza ere ez, da menditarra delakotz. Menditar, eta ezautzen ditu bai mendiak, bai arazoak, bai erronkak eta denak. Eta nik, espero dut, eta badakit, gaur etorri dela, ez baita ezpada hautetxi gisa, baina bai menditar bezala. Eta hemen denak menditarrak gira, denak berdin, eta horretarako ere, eta horrek erresten du biziki, hitza tranquil hartzeko. Eskola zala frantzesez berdin du, Oksitaniarrez ezingo da gaur ez baitugu itzultzailerik, baina posible litaike, zu haurek egiten balin bauzu, gero mendiari buruzko gaietan, Oksitandar edo Gaskoinar guti bada, hori segur, gehiago ditugu aturri inguruan eta angelun, behaz. Martin, nahi zuen sartze tranquil eta diskreta bat egin. Bai, emanen datzugu kafe bat, tranquil. Behazara, hori zen gure gaurko egunaren ingurumena, erranezake, eta batik nahi gozu hitz nio bat erran, edo Cecil, edo ongi ez, ongi taike, zuk kadratzeare pixka bat. Egunon deneri, bakarrik araiteko gauza bat, lasai egoiteko denak, eta ez girela deusetarik
abiatzen. Gogoeta aspaldi hasia dela, gure aitzinekoek ere ukan dutela gogoeta bat, eta hor dela pausu bat emaitea gure gogoetak eguneratzeko, ikustiko zer aldatu den, nola senditzen dugun eta zer litaizken gure amentsak. Eta ez egan egun emaitza baten beha gaudela, edo frantzesez gaiten dugula ez gaude resulta baten beha, baina gehiago hemen gauden bakutsaren hitza, sendimendua eta amentsen geroari buruz, eta mendiari buruzko aments batzuen gauzatze eta aipatzeari buruz. Gero segituko dugu Garapen Kontseiluarekin eta hautetsiek ere segituko dute mendiari buruzko lana, beraz, denak lasai egiten eta bakutsak lasai hitza artezan. Hori da helburua egunekoa. Bati? Bai, egun onden eri, doia izbat Paskalek ekantu denak, baitezpakoa da gizarte zibilak ardezan eskuetan gai hau, gau importanta baita, eta beharrezkoa da hirigunean zuen izpiritu zorrotzen ikus moldia ezatia. Jaz denek badu nivel berianga mendia maite dugu eta menditik atatzen ga. Orduan agian salbatuko dugu eskolegia, menditik pasatuko baita, jakin behar du ze nahi dunin mendiuntaik. Ze nahi dunin eta egungo emanaldi hau baitezpakoa da, eta gehi hori beharko da zeureski. Baina, egiet kargoan gainean, partetik beti milesker, holako gai hau eskutan hartzia. Oso importanta da netako, eta ustan dena, egiet kargoan intzat. Gero, hautetxien partez hindu presentazionea, ni etorri nahiz egun, saratak gisa, eta hautetxietan badie biarraza, Ez, gana edut, gu sartu hautetxi egia maite egin nolako, ez da antzibiak, Goro? Barkatu. Ez duzu? Ez txaitxua doik, biarraza badiela hautetxitan, baki, zueke baki zuen. Guk egia maite dugu. Eta bertzek ez iduriz, itzulpen zuzenean nire hainuk antioan, entzatzen iz baititen nola egin, akoilu ukaldiak pixka bat itzultzen. Beraz, pantxikari mane... Bai? Bai, beraz, egana dugu, Pascal Indo beraz lehendakaria ni, Garapen Kontseiluko lehendakaria, Cécile Cruzpeir mendiari buruzko erreferentea, eta bakit jo labord beraz xarako hau zapesa. Eta mendigoiti, bai egia da, bakotsak ardezan hitza, baina erran dezala ere nor den, nahi badu duen, gero neorri erran gabe etorri bali mazizte eta familiak ez badu, jakin behar nuntzirezten edo nik dakita, ez zazuela erran, ez ditugu gauzak edo jendeak arriskoan ezagri nahi ere ez, argi izan giten. Beraz, pantxikari hitza emanen dut, pantxikak du animazioa eginen, eta hori dena antolatua izan dain, guti gora bera, behar da demokrazi minimo bat eta errespetu minimo bat, nahi bali baduzu hitz egin zinez eskualtxatu mikroaren errekuperatzeko, bertzerik ez. Zuri, pantxika? Mille esker, donc moi je vais continuer en français et je répète qu'on peut prendre la parole dans les deux langues. Il y a la traduction simultanée, on remercie Ankion pour le travail qu'il fait encore ce matin, mais dans les deux langues, et voilà, donc chacun s'exprime comme il veut. Alors, moi je ne vais pas faire grand-chose, moi je vais juste être la gardienne du temps, un petit peu d'animation, mais on va co-animer avec Cécile et Pascal. On l'a préparé un peu et voilà, parce qu'on aimerait bien que tout le monde prenne la parole et on va s'assurer que tout le monde se présente. Juste pour vous dire, on va travailler autour de quatre thématiques, thématiques et on va essayer de passer à peu près 20 minutes par thématique, d'accord? Alors il y a des thématiques où on ira peut-être un petit peu plus vite, mais parfois je serais obligée de dire non, on passe à autre chose parce qu'on a vraiment envie que
tous les thèmes soient abordés. Alors, le premier thème, déjà comme ça, que vous commencez à réfléchir dans vos têtes, et de toute façon, comme ça a été dit ici, il faut que ça sorte des tripes. Hein. Aujourd'hui, on est là pour dire ce qu'on ressent. La montagne, on ferme les yeux, qu'est-ce que ça vous dit, qu'est-ce que vous avez envie de dire, voilà. On est un peu sur cette notion-là. Alors, on est en train de, et Batik et Pascal l'ont redit aussi, Cécile aussi d'ailleurs, on est en train de dessiner un projet montagne, mais avec une montagne ou des montagnes. D'accord? Ça, c'est un peu peut-être une... Voilà. Comment est-ce qu'on définit la montagne? C'est quoi pour nous la montagne? Bon, ça sera la première thématique. Le deuxième, vous allez le voir, autour de toutes les thématiques, ça sera ponctué par des vidéos, avec des bouts d'archives qu'on est allé chercher dans Canal Doudé. On n'a pas eu le temps, tout le temps qu'on aurait voulu, parce qu'il y a 25 ans d'archives au sein de Canal Doudé maintenant, mais repérer quelques petits bouts comme ça. Et puis après, on est allé sur le terrain aussi, un peu partout. On a été à La Rune, j'ai eu grand plaisir de revenir quelques années après à La Rune. On a été à Ostabat, on a été à Francescenia au lycée agricole. Voilà, on a été un peu sur le terrain. Il nous manque un peu encore la partie Asparnais, Herbédois et tout ça. Mais pas de crainte, on va y aller. On a été en Soule. Voilà, donc il y a quelques petites vignettes, vidéos qui ont été choisies aussi pour amener du contenu. Voilà, donc ça sera ponctué aussi par ces vidéos. Et puis, on a aussi des intervenants, je vais vous dire qui, mais je continue par dire que la deuxième thématique, et c'est là où je voulais en venir, dans toutes les vidéos qu'on a réalisées, ce qui revient beaucoup quand même, c'est l'agriculture et l'agropastoralisme. Ces montagnes, elles sont là, elles sont belles, ces paysages, on les pratique parce qu'il y a de l'agriculture, parce qu'il y a des animaux en montagne, parce que, même si Tchomina Rambide, en 90, disait qu'il y avait trop d'animaux en montagne, que ça devenait compliqué, d'accord? Donc, on va faire des allers-retours comme ça. On a évoqué, et Pascal a dit, les multi-usagers. Hein, on est aujourd'hui multi-usagers de la montagne, donc on va revenir un peu sur ce que c'est qu'être multi-usager, et puis comment on cohabite sur ces montagnes, avec tous ces multi-usages. Et puis peut-être, finalement, la montagne, elle est à qui? Nous, on a envie de dire, elle est à nous. Ah bon, elle est à nous, mais à nous, à qui? S'approprier cette notion de la montagne pour qui? Aujourd'hui, demain? Bon, voilà. Un peu 4 thématiques, donc vous voyez, il nous faut un petit temps quand même pour exprimer tout ça. Alors, on a pré-identifié comme ça, repéré autour de nous quelques personnes qui sont là, mais c'est vous tous qui prendrez la parole. Mais quand même, on va les présenter. Pauline Barbet, où c'est qu'elle est Pauline Barbet? Peut-être vous la connaissez moins parce qu'elle est venue du Béarn et elle est installée à Irati, Bergère-sans-Terre. Voilà, ça fait quelques années. Bon, elle nous en dira un petit peu plus. Mais je trouvais que voilà, c'était intéressant d'avoir une figure comme Pauline Barbet parmi nous. Aussi Antione Rotaber, ici. Voilà, tu peux, voilà. Alors lui, il est agriculteur à Baïgori, et ils se présenteront un peu mieux, mais agriculteur, n'utilisant pas forcément la montagne pour les bêtes, mais lui-même allant faire du vélo, intéressé par ce qui se passe au niveau des chauves-souris, le petit patrimoine. Bon, ok, d'accord. Ah, pas inintéressant. Philippe Ignara, que vous connaissez peut-être un peu plus, parce que déjà membre du Conseil de développement, CPIE, Baïgori, bon, voilà, plus la question environnementale, enfin tout ce que fait le CPIE. Qui c'est que j'ai encore? J'ai Stéphane Maury, où c'est qu'il est Stéphane Maury? Ah, il est à côté. Ah, il est à côté. Venez vous mettre là, parce qu'en cas si vous devez vous battre, je préfère que, voilà. Je préfère que voilà. C'est mieux comme ça, voilà. Stéphane Maury, donc lui, Hegal Aldia. Mais comme ça fait bouger un peu. Allez, hop, un peu d'exercice. Voilà. Stéphane Maury, donc Hegal Aldia, donc aussi environnement, tout ce qu'il nous reprécisera. Ah, on a aussi un artiste. Bon, on est tous des artistes, mais un artiste un peu particulier. Allez, Régis Pochelu. Et moi, j'avais beaucoup aimé ce qu'il avait fait sur Herbédois. Et si vous n'êtes pas allé, il faut aller vous promener sur Herbédois et vous verrez une magnifique sculpture sur la roche, un œil qui vous dit ici vous êtes en montagne, Cachou.
Donc je vous invite à aller le voir et je trouve que c'est intéressant aussi son approche de la montagne. Sophie Cafterian qui est là, aussi membre du CDPB, mais bon, ayant travaillé toujours autour de la montagne, se promenant beaucoup, accompagnant des groupes, guides, et puis aussi montagne, bien-être, bon, peut-être non? Voilà. Bon, je fais ma petite définition, et comme ça. Qui c'est que j'ai encore? Champi Escoura, à côté. Bon, lui aussi, pratiquant beaucoup la montagne, Baïgori, mais côté chasseur. Parce que est-ce qu'aujourd'hui et demain, on a besoin de chasseurs en montagne? Bon, je sais pas, peut-être oui. Isabelle Bagdassarian ici, aussi membre du conseil de développement. Peut-être tu peux venir dans la première rangée ou non, tu es bien là, bon, allez, tu es bien. Allez. Qui a fait un travail particulier sur les communs, d'ailleurs ça avait été présenté au niveau du conseil de développement et c'est vrai que tous ces montagnes indivisent en montagne, c'est ce qu'on appelle des communs. Bon, peut-être qu'elle aura son mot à dire. On a aussi la présence de Bruno Iribarne, où c'est qu'il est Bruno Iribarne, pour Ergaraïbissi. Bon, Ergaraïbissi, les communes sur la route d'Irati, sur la montagne, avec Chougaray, autour du bois, la forêt, bon, plein de thématiques. Julie Abadi, tiens, parce que comme je n'ai pas été beaucoup sur Asparin et Herbellois, Julie Abadi qui a repris une ferme familiale, mais au lieu de travailler avec des vaches, elle est autour du maraîchage aujourd'hui, et plus que ça, de l'insertion par le maraîchage. Voilà. Mais c'est aussi intéressant d'avoir son approche. Est-ce que j'ai fait le tour? Oui, je crois que oui. Donc voilà, des personnes prédéfinies autour des thématiques. Et je lance la première question. Qui c'est qui nous manque? Petite intro, mais je ne voulais pas trop la faire, moi, la petite intro. Est-ce que tu veux faire la petite intro, Cécile? Après, on va envoyer la vidéo. Ce qu'on avait convenu, je crois, c'était au moins pour l'ensemble des membres, un peu de vous faire un peu le résumé de comment le débat montagne a eu lieu depuis 20 ans. On est tous un peu on va dire, une mise à jour un peu des sujets. Voilà, c'était aussi pour lancer le... Ah, c'était prévu ça? Bon, j'ai eu un moment de doute. Donc voilà, donc c'est un petit diaporama pour qu'on ait tous la même culture commune un peu du débat. Alors en fait, déjà vous dire que la démarche montagne, donc moi je suis Philippe Aretz, dans l'équipe d'animation du conseil. En fait, ça fait 20 ans qu'il y a cette démarche un peu collective sur la montagne. Donc on a fait un petit schéma qui explique un peu d'où ça vient. C'est une longue démarche. Il y a eu un accident à Esteren-Subi il y a 20 ans qui a marqué un peu des cobuages. Et ça a lancé un peu le début d'une réflexion qui a eu lieu d'abord au Conseil de développement à l'époque, puisqu'on a fait un avis à l'époque sur comment on concilie les activités en montagne. Et ça a été toute la dynamique qui a lancé en fait où on en est aujourd'hui, puisqu'après, dans le cadre de Pays Basque 2020, a été définie une charte de la montagne, donc quelque part un cadre un peu de stratégie, puis un dépôt d'un programme leader, un fonds européen, que portait à l'époque le Conseil des élus, qui était notre binôme à l'époque, avant l'agglo, donc un programme pour aider des projets en fait, sur la montagne. Entre deux programmes leaders, donc, qui étaient des aides aux projets, il y a eu un moment donné où il y a eu même une actualisation du projet de la montagne, un peu quels étaient les axes sur lesquels on voulait soutenir les projets qui étaient importants. Puis le leader numéro 2 qui s'est mis en place, qui est encore en cours, puisqu'apparemment il est prolongé jusqu'à 2022, si je ne me trompe pas. Voilà. Et pendant le leader montagne 2, il y a eu un besoin des élus du territoire de penser aussi, se dire, mais au-delà du leader, comment on se met ensemble de manière pérenne. Donc un débat sur la gouvernance. Et c'est ça qui a mené de réflexion en réflexion à déposer une candidature pour devenir potentiellement un parc naturel régional. Donc réflexion en cours. Et donc là, on est dans une période un peu de sas, on va dire la flèche bleue à droite, c'est-à-dire que vont se dessiner à terme des politiques structurées de l'agglomération et pas que, et un projet de parc naturel. Et nous, en amont, comment on actualise notre vision à nous, acteurs de la société civile et membres du Conseil. Voilà, un peu où on en est. Et en fait, le sujet qui anime tout le monde depuis 20 ans, moi je l'ai résumé un peu en deux sujets, concilier l'agropastoralisme, la forêt et les activités de loisirs dans la montagne. Et ce qui a apparu au fur et à mesure dans la démarche montagne, c'est on veut une montagne vivante, quoi. Voilà, active. Donc on vous a un peu, quand on a discuté avec Cécile et Pascal en amont, on avait, j'essaie de reprendre ça Cécile, j'espère que c'est assez fidèle, un peu cette grande idée qu'on a sentie aujourd'hui, voilà, qui sont un peu les suivantes. D'abord, ce qu'on a senti, c'est que
quand on interroge nos membres pour préparer les réunions, on dit s'il y a une caractéristique de la montagne du Pays Basque, c'est la dimension humaine. L'homme est au cœur de la montagne, voilà, parce qu'il l'a façonnée, il a été façonné par elle, etc. Et ce que tu disais, Panchika, à la fois, ça nous appartient, ça ne nous appartient pas. En fait, on est redevables tous d'être garants de cette montagne et de son avenir. Voilà. La deuxième idée, c'est qu'on ne veut pas que ce soit une montagne sous cloche. Voilà, ça, on l'a senti assez fort depuis le dernier temps dans les débats, c'est-à-dire qu'on a un magnifique patrimoine naturel et culturel, et ceux qui font la montagne et qui sont en activité, aujourd'hui, c'est eux qui la gèrent principalement et à qui on la doit. Donc comment ça, on le poursuit, d'où la priorité qu'on donne tous depuis 20 ans, et qu'il faudra sûrement à nouveau renforcer, c'est la priorité donnée à l'activité de l'agropastoralisme, qui est le pilier à la fois économique, social. Moi j'insiste sur le culturel, parce que c'est peut-être une notion qu'il faudra développer, toute cette transmission de l'imaginaire de la montagne et de beaucoup de choses autour, et évidemment de la transmission de la qualité et environnementale de la montagne. MB c'est montagne. Voilà. Quatrième idée principale, voilà. La recherche en fait d'un équilibre, hein, on sent bien, et ce sera sûrement un des moments du débat, l'équilibre entre les activités, les usages, nos rapports à la montagne. Et donc sur un territoire, et j'ai trouvé ça très intéressant, un diagnostic récent qu'il y avait dans le dossier du parc naturel, qui est d'ailleurs accessible à tous les membres, on disait, en fait à la montagne du Pays Basque, la différence avec toutes les montagnes des Pyrénées, c'est qu'elle a mis l'accent sur la production avant l'activité touristique. Et ça, c'est une spécificité aussi du Pays Basque, ici, d'avoir maintenu une activité productive. D'où l'important de trouver son modèle, qui est à la fois le renforcement des activités productives, des filières, trouver le bon tourisme responsable, adapté à ce qu'on veut faire de la montagne, et puis toute une dimension d'aménagement à la fois des ressources naturelles et de nos villages, pour tenir compte de la diversité des montagnes, comme tu l'as dit. Voilà. De réalités très différentes d'un bout à l'autre de la montagne. Et puis il y a une grosse dynamique de projet autour de leaders, et je crois une envie de poursuivre cette logique de travail collectif, mais en même temps, certains nous disaient, il faut qu'on passe de tous ces projets qu'on a développés par les uns et par les autres à une logique de grands projets collectifs. Voilà, d'où le cycle qu'on démarre aujourd'hui. Voilà. Et septième idée, qui sera un chantier sur lequel on ne va pas travailler forcément aujourd'hui particulièrement, mais qui sera un chantier dans les prochains mois, c'est cette gouvernance, comment on met en place une gouvernance de projets collectifs entre institutions, outils, société civile, pour pas, alors on a repris un terme de la vie qu'on a voté ces derniers jours ensemble sur la vie par rapport au projet de l'agglomération, de ne pas perdre en capacité d'initiative ce qu'on gagne en institution. Donc trouver l'équilibre entre la dynamique locale et le côté monté en outils. Voilà. Voilà un peu pour les grandes idées. Après, et on verra, on a mis un peu les quatre sujets qui reviennent, je vous les remets un peu en enjeu. Le sujet de la pérennisation des activités pastorales, on a un peu remis tous les enjeux qu'on a repérés dans les derniers débats sur la montagne, qui sont des enjeux de viabilité, de diversification, etc. On voit qu'il y a des sujets presque de modèle économique de l'agropastoralisme, et puis des mutations, des évolutions. La slide suivante, nous on se pose des questions qu'on met un peu, qu'on devra nous traiter au Conseil de développement dans nos contributions futures, c'est comment on va plus loin, c'est comment on anticipe les besoins en main-d'œuvre, en compétences. On se dit, est-ce qu'il ne faut pas faire une GPEC de la montagne, c'est-à-dire une gestion prévisionnelle des compétences. Et puis deux sujets qu'on va mettre en débat aujourd'hui, que tu as introduit, Panchika, c'est comment on reconnaît toutes les plus-values qu'apporte l'activité de l'agropastoralisme, toutes les plus-values que ça nous apporte pour nous tous au Pays Basque, pas que pour la montagne, à qui on doit beaucoup de choses. Voilà. Et comment on les valorise, comment on les valorise même économiquement. Là, il y a un vrai sujet de se dire, on a beaucoup, je dirais, d'entretien, de qualité qui nous est apporté par cette activité-là. Est-ce qu'elle est justement valorisée, rétribuée, etc. Voilà. Ça sera un des sujets que tu avais évoqué, Panchika. Le deuxième paquet de sujets sur la question souhaitée par les acteurs de la montagne, dans Leader, etc., c'est garder une vitalité des villes et des villages sur la question d'aménagement, de bourgs, etc. Et social, il y a eu tout le programme Lotura, je ne sais pas si vous vous rappelez, d'aider les initiatives locales, sur lequel on s'était d'ailleurs nous un peu investi en termes de cahier des charges. Donc développer cette dynamique-là, la continuer. Et puis les questions d'aménagement, aussi fort, c'est que la montagne, elle est touchée, comme tout le Pays Basque, par la pression foncière, les problèmes de logement, voilà. D'où les questions
qu'on peut se poser pour l'avenir. Suivante. Même, on va passer à la suivante carrément encore, Benjamin. C'est trouver le bon modèle d'aménagement, voilà, de la montagne et des montagnes en termes d'aménagement. On voit bien qu'il y a des endroits où c'est un problème de périurbanisation, qu'on a aussi sur nos plaines, dans nos grands villages, donc comme en ville. Et en même temps, il y a des villages qui ont besoin de développer de l'urbain, d'accueillir des familles. Et donc il y a des questions aussi de développement aussi qu'on a besoin localement. Voilà. L'aménagement numérique, on avait fait un très beau débat, pour ceux qui s'en rappellent, on était parti à Barcus, avec Barcochet-Pissy, aux Aldudes et à Saint-Jean-le-Vieux, et on avait vu qu'il ne fallait pas faire un aménagement numérique, il fallait penser à un aménagement numérique assez intelligent, cohérent, structuré par bourg, avec des lieux de rencontre, que ce ne soit pas du numérique pour chacun individuellement, mais aussi pour tous. Voilà, donc là il y a un enjeu d'aménagement. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas une politique d'habitat adaptée à la montagne, à imaginer, à la zone montagne? On vient de faire à l'instant de sortir un rapport sur le logement des jeunes en Pays Basque intérieur et sur le besoin des jeunes d'avoir des lieux pour, quand ils sont en formation ou jeunes actifs ou en stage, il n'y a pas d'offres en Pays Basque intérieur. Mais vraiment même en plaine, hein, dans les principales communes, Moléon, Garassi, etc. Et donc il y a une question aussi de l'habitat particulier par rapport aux jeunes actifs, jeunes en formation, qu'il ne faut pas oublier. Le troisième type de sujet qu'on trouve dans les travaux sur la montagne, c'est tout ce qui est, donc, tu en as parlé, gestion du multi-usage, cohabitation. Hein, il y a tout un travail qui a été fait depuis pas mal d'années sur le guide de la montagne. Là, j'ai repris un peu la communication actuelle, voilà, qui a permis de développer la sensibilisation à ces usages et de percuter aussi les gens sur attention, soyons responsables, etc. Voilà. Pour la suite, sur ces sujets-là, des questions qu'on va mettre en plénière aujourd'hui en débat, c'est, bon, il y a un sujet qu'on évoquera plus tard, je pense, c'est le lien entre tourisme et montagne, hein, puisqu'on vient de sortir une contribution, mais c'est plus la question des multi-usagers qui va être un sujet central de la plénière. Quatrième type de sujet, les gouvernances en interne, en externe. J'ai mis exprès le comité de programmation leader, parce que quand on regarde la gouvernance de ce lieu de programmation, il y a plusieurs personnes ici qui sont membres du comité, c'est Cécile qui le suit pour le conseil de développement. C'est quand même un exemple de gouvernance intelligente entre tous les acteurs. Et ça crée aussi ce débat-là. Donc comment ces outils-là, enfin ces façons de travailler, tout acteur confondu, mais comment on les pérennise aussi, voilà, pour garder l'esprit de la co-construction. Et pour l'avenir, effectivement, il y a besoin de renforcer la question transfrontalière. Nous, on la pose comme ça, hein, c'est pour taquiner, mais est-ce qu'elle n'est pas un peu à la lisière du projet montagne? Comment la remettre de manière centrale, hein, voilà. Donc à discuter ensemble. On a senti, nous, quand on a fait des ateliers avec vous tous, au moment du printemps dernier, en lien avec le SCOT, vous vous rappelez, on a fait des ateliers territoriaux, on a senti du sud Pays Basque, hein, jusqu'à Baïgori, jusqu'à en vallée d'Argaraï, etc., un lien avec la Navarre, partout, même à Cambo, très très fort. Voilà. Est-ce qu'on a été au bout de ces liens familiaux, économiques qui existent, voilà, et sociaux? Est-ce qu'il n'y a pas à renforcer ce pan-là? Et puis, attention aussi à ce qu'on ne glisse pas dans la montagne mise en scène, idéalisée, montrée plus que vécue. Donc il y a aussi un enjeu sur l'image, comment on la traite, hein, l'image de la montagne. Et puis, il y aura un débat qu'on évoquera plus tard, parce que ce n'est pas aujourd'hui le débat, c'est voilà, se lance des stratégies montagne agglo, PNR, comment tout ça va s'articuler. Voilà, il y aura des débats à venir dans les prochains mois sur ça. Mais aujourd'hui, on va insister sur d'autres sujets. Et donc c'est la dernière slide, c'est effectivement comment cette montagne qui appartient à tous, ce bien commun et qui a personne, comment tout ça on va l'articuler ensemble. Et ce sera un des sujets importants de la plénière. Là c'était pour vous camper un peu les grands thèmes assez rapidement, révision générale, pour ceux qui ont participé à des leaders, à des réflexions ou qui n'y étaient pas, pour que tout le monde ait un peu les sujets un peu en tête. Et je vous laisse avec Panchika pour le débat. Oui, et donc, comme je le disais tout à l'heure, les thématiques, les 4 thématiques que vient de nous rappeler aussi Philippe, seront ponctuées par des vidéos. Et donc, pour une entrée en matière, on se disait que ça pouvait être sympa, comme ça, d'ouvrir. Et puis après, la parole sera à vous. Bon, il y aura bien sûr les personnes qu'on a préidentifiées qui seront sollicitées, mais ce qu'on a envie, c'est vraiment des réactions spontanées, voilà, à chaud.
Et j'en profite pour dire, parce que je ne les connaissais pas, qu'il y a aussi, alors avec Bruno Iribarren, pardon, deux nouvelles têtes de Ergaray BC à qui on souhaite la bienvenue, 2 filles, 2 jeunes, et c'est super aussi parce que le Conseil de développement, comme toutes les autres instances, ont besoin aussi de rafraîchissement un peu, de jeunes. On vous propose donc, autour de cette première thématique, un projet montagne, un projet, une réflexion autour de la montagne, mais pour des montagnes. Regardez un petit peu cette petite vidéo pour vous mettre en appétit. Bon, alors moi, la montagne basque, je la pratique autour de chez moi, donc ça veut dire c'est entre Ioldi et Lantabat. Bon, essentiellement pour de la randonnée et après aussi tout ce qui va être surveillance des animaux, parce que nous on a les animaux qui transhument là autour de la maison. Voilà, donc voilà, je la pratique voilà, en surveillance des animaux et puis en randonnée quoi, essentiellement. Et après, donc ça va être une montagne qui est quand même un peu plus basse que tout ce qui va être ces monts en Soule ou à Irati ou tout ça. Voilà. Et après, autre côté, tout ce qui va être pique-nique familiaux, tout ça, ça va être plutôt donc, dans ces hautes montagnes-là, près des lacs et tout ça. Donc le côté plutôt convivial, quoi. Moi, basque, c'est plus associé à la côte basque qu'à la montagne basque. Donc j'imaginais pas qu'il y ait des montagnes basques. Donc j'ai découvert en venant des montagnes basques, enfin des montagnes, collines, des alpages un peu vallonnés, voilà. Des montagnes très douces, quoi, des collines très douces. Ce que j'aimerais vraiment pas voir à la Rhune, c'est la pollution, ça commence déjà un peu. Mais j'aimerais pouvoir faire disparaître tout ce qui est papier, emballage et autres, que ce soit plus la vraie nature et non une sorte de poubelle. C'est en train de devenir une poubelle. Bon, uste dut gure mendiak oinu garbiak direla eta untsaletaikela hola txikitzea heldu den urteetan ere bai. Uste dut jende kasu maiten dutela ala ere garbitasunari eta ere diren ez dakit surier, aberier, orokorki. Uste dut eskol mendiak preziatua direla eta jenden kasu maiten dutela. Voilà, montagne, colline en Pays Basque. Ah. Mais on va pique-niquer sur les hautes montagnes près des lacs. Je me suis dit, mais je lui ai rappelé, en plus c'était une fille de Lantabat que je ne connaissais pas. Je me suis dit, ah oui, les lacs, ah oui, les lacs. Les lacs, mais elle parlait bien du Pays Basque. Donc, bon, voilà. Juste, je précise que là, on n'a vu que des petites vignettes réalisées récemment. Et donc, nous, à Doudarak Vidéo, donc je prêche pour la petite paroisse, là, on travaille aussi bien pour le Conseil de développement que pour l'AGLO, hein, pour la communauté d'agglomération. Et ces petites vignettes ont été réalisées à la demande de la communauté d'agglomération dans le cadre de la réflexion à venir, hein, je ne rentre pas dans les détails. Et donc, ces vignettes sont mises à disposition pour la réflexion collective aujourd'hui. Donc, c'est bien aussi de travailler main dans la main. Hein. De toute façon, on allait interroger des gens de la société civile et vous allez voir, toutes les vignettes que vous allez voir, c'est des personnages qu'on n'a jamais vus, quoi. C'est vous, moi. Et c'est ça qui est bien. Ça vous fait réagir comment, là Tiens, Sophie, petite colline, c'est des collines. Bon, je sais pas, je commence par toi, parce qu'on aurait dit, on va commencer par les agriculteurs. Eh ben non, on commence par toi. Colline, mais ça c'est... Ah oui. Je sais pas quoi dire là, voilà, au départ, mais bon, colline, c'est une drôle d'idée, ça, que les gens ont... de se dire que c'est pas de la montagne, quoi. Il y en a qui disent Pays Basque, c'est pas des montagnes, d'accord, bon, ok. Enfin, moi je trouve ça complètement, je trouve ça idiot, voilà, très très bête. Mais bon, voilà, c'est enfin peut-être que les gens rêvent la montagne comme des pics, je veux dire, Ariac, des cailloux, quoi, des cailloux, et ben moi je trouve qu'ils se trompent, voilà. Enfin, moi je n'entends pas la montagne comme ça. Voilà, j'entends la montagne. Pour moi, la montagne, elle a comme une âme, quoi. La montagne partout, c'est un espace, un énorme espace qui
qui est vivant, quoi, qui a sa propre rythme et qui, quelle que soit la hauteur, moi je la vois comme quelque chose de sensible, qui a un rythme, qui, voilà, quand il y a du brouillard, quand il y a le soleil, quand il y a, voilà, du matin au soir, l'ombre, la forêt, enfin voilà, moi je vois un espace multiple, plein de valeurs, avec du monde, et moi j'appelle ça la montagne vivante, c'est-à-dire que personnellement, pour moi, la montagne qui n'a que du caillou, que de la glace et tout ça, pour moi, elle ne me... j'entends pas montagne, moi j'aime la montagne vivante, j'aime la montagne avec des hommes, des gens, de l'utilisation. Voilà, pour moi le rythme il est là, donc je ne mets pas un truc par rapport à la hauteur, je trouve ça... voilà, la colline, mais quelle bêtise, voilà. Bon, voilà, c'était une bonne... Pauline, elle a dit des hommes vivants, elle n'a pas parlé d'animaux, hein. Je pense que c'était quand même sous-entendu, hein, Pauline. Peut-être levez-vous pour que tout le monde vous voit. Voilà. Bonjour à tous, je suis Pauline Bergère-sur-Irati. Pour rebondir à chaud sur la réflexion de Sophie, colline, moi aussi je pensais ça, parce que moi je viens du Béarn, où donc les sommets c'est 2005, les estives, les bergers sont en 2000-2005, et je ne savais pas qu'il y avait des montagnes au Pays Basque. Je savais qu'il y avait un Pays Basque avec une culture, des jolies maisons, une belle identité, la côte forcément, et je pensais qu'il y avait des collines. Et quand je suis arrivée ici, donc il n'y a que 4 ans, ça fait que 4 ans que je suis là, donc je suis en apprentissage avec cette montagne, eh bien j'ai vu qu'il y avait une montagne. Et comme tu dis, une montagne vivante que je suis en train d'appréhender. Donc juste pour vous expliquer notre système, donc on est berger, enfin agriculteur berger transhumant, c'est-à-dire qu'on élève un troupeau de brebis sur la commune d'Axe en vallée d'Ergaraï. Et donc en fait on a 2 sites de production, un à la ferme et un à la montagne. Donc on monte à la montagne à partir de mai et on descend en octobre, les brebis. Donc la montagne, pour nous, c'est vraiment un espace de production, pour reprendre votre terme. L'outil de travail. Un outil de travail, un support de travail, peut-être, parce que l'outil de travail, c'est nos mains, c'est nos remorques de traite, c'est nos chaudrons pour transformer le fromage, etc. Mais je pense que c'est un support, et pour aller au-delà, c'est l'herbe. L'herbe, pour nous, c'est une ressource naturelle qui est essentielle aux besoins de nos brebis. Donc nos brebis suivent l'herbe, nous on suit les brebis, et ainsi de suite. C'est vraiment un système, c'est une continuité de notre ferme. Donc pour répondre un peu au thème, s'il y a une montagne ou des montagnes, moi je connais malheureusement encore que la montagne où on est, c'est-à-dire Irati Beira, c'est un site de 60 hectares, donc je connais parfaitement, parce qu'on y va tous les jours, voilà, les recoins, les forêts, les marécages, les zones humides, etc. Mais tous les sommets que je vois en face, je ne les connais pas. Et je me dis que ça doit être différent de l'autre côté, parce qu'il y a un autre sol, il y a un autre peut-être relief, il y a un autre climat, donc il y a une autre herbe, donc il y a un autre lait, du point de vue de la fromagère, donc c'est un autre fromage, donc c'est une autre identité. Voilà, donc pour moi, j'imagine qu'il y a plusieurs montagnes dans la montagne basque. Ok, Pauline, je sais pas. Allez, on commence par les questions, et puis vous prenez la parole, et puis voilà. Andrés Naïs, Campon Bicinaïs. Voilà, bonjour. Donc moi je suis, comme vous, animateur de randonnée, sans doute à une plus petite échelle, mais j'ai bien aimé le témoignage de la dame de Chambéry, parce que, comme disait Batite, il y a deux sortes d'élus, mais il y a deux sortes de visiteurs de la montagne. Il y a ceux Attention, alors, restez à votre place, pardon, voilà. Excusez-moi. Il y a les personnes qui voient les Pyrénées qui vont s'arrêter à Andaribi, et ce qui est frappant, c'est que personne n'a prononcé le mot Pyrénées depuis plus d'une demi-heure. Je crois que, comme vous deux d'ailleurs, que la spécificité, c'est qu'il y a de la vie pratiquement jusqu'au sommet. Même du côté de la Soule, on va trouver des brebis et des bergers et des bergères pratiquement partout. Et quand on dit la montagne basque, c'est vraiment
quand nous, on a l'esprit attaché au Pays Basque, la montagne, pratiquement, ça commence en Béarn, où il y a des sommets qui sont à peu près inutiles pour la vie humaine, sauf pour ramasser de l'eau par la neige ou par la pluie l'été. Voilà. Donc cette séparation sémantique, je pense, est très très importante, et beaucoup de gens qui arrivent ici ne la comprennent pas, ils le découvrissent. Très bien de mentionner ça. Vous avez parlé de vie. Philippe Ignara, vie en montagne, ça te parle? Pour toi, c'est... Pour toi, hein, pas peut-être au nom du CPU et tout ça, ouais, mais toi. Non, mais pour moi, c'est tout à fait ça. C'est que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Sophie. La différence qu'on a en montagne avec un S basque, c'est que quel que soit l'endroit où on est, déjà c'est accessible partout, et il y a de la vie, et de la vie pas que humaine, mais végétale ou animale. C'est une montagne vivante, et effectivement, quand on va d'est en ouest ou ouest en est, on a une variété de milieux différents. Enfin, c'est très... Et toi, c'est quoi que tu aimes? Moi, c'est cette variété. La variété. Ouais, je dirais par rapport à des montagnes qu'on a dans les Alpes, où c'est très vertical, très minéral, presque des murs, ça donne une sensation un petit peu d'oppression. Là, on est sur des montagnes, alors qui sont peut-être pas très hautes, mais il faut quand même se les cogner. Et on a toujours des montagnes, on va dire, même si elles sont un peu hautes, douces, avec du point de vue, c'est plutôt sécurisant. Et on a enfin, comment dire, c'est des espaces ouverts. C'est de la montagne, mais ça reste ouvert. Et c'est moins... Enfin, j'aime bien les montagnes en Béarn aussi, mais on a cette impression peut-être de grands murs très minéral, oppressants. Là, c'est quelque chose de plutôt accueillant. Je veux pas dire protecteur, mais voilà, on est bien, quoi. C'est pas, il n'y a pas... Enfin, voilà. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me... moi, si j'ai pas ce type de montagne-là, je suis pas à l'aise. Que ça soit la plaine à l'infini, là, il manque quelque chose. Mais si on est sur quelque chose de trop vertical, ou alors si on n'arrive pas au sommet, là, on est sur quelque chose de vraiment ouvert. On est bien, quoi. C'est vraiment cette sensation de protection, d'ouverture, avec vraiment une diversité, vraiment de... Enfin, quand on est à l'Aro, ou quand on est sur la Rune, ou ici à Itsasou, on a vraiment des paysages différents, on a une diversité, c'est ça qui est très intéressant. Et, mais à chaque fois, c'est plutôt quelque chose de, je veux dire, chaleureux, on est bien, quoi. Pascal, tu voulais dire quelque chose? Voilà, Juste et dire il y a truc, le monsieur qui a demandé il y a la un premier biais là que je vois, c'est marrant, les perceptions qu'on a, là j'en vois on a souvent la perception des autres montagnes en tant qu'automobiliste, alors que la montagne qu'on a autour de soi, on peut l'avoir aussi en tant que randonneur quand on la connaît bien. J'en veux pourquoi, moi je me rappelle quand j'avais 20 ans, je faisais énormément d'escalade, et quand j'allais en Béarn, les routes elles sont souvent au fond de la vallée, dans la rivière, etc. Et là on a ce côté des falaises oppressantes, ce côté d'espèce de profondeur, etc. Puis dès que tu laisses la voiture, tu marches un petit peu et puis tu les retrouves, les collines. En Béarn aussi, je veux dire, c'est beaucoup moins pressant, tout est un peu plus haut, mais on a un petit peu la même chose qu'on va retrouver à Bustancela et à Baigori, ou qu'on peut retrouver à la Rune quand on est... Voilà, je veux dire, juste derrière ces falaises-là, là où l'eau a fait son lit et son trou, juste derrière, la montagne n'est pas si oppressante que ça, même en Béarn, et même plus loin dans les Pyrénées. Et voilà, c'était juste, il faut faire attention à ce biais-là, c'est que bien souvent on croit connaître, alors qu'en fait on n'a pas la même connaissance de la montagne d'à côté, parce qu'on y passe en voiture, on n'y va pas forcément en rando. Après, je te dis pas pour toi, j'imagine que tu as fait, mais voilà, il y a souvent ce côté-là, quoi, de faire attention à ce que quand on compare les choses, ça soit sur le même usage. Encore 3-4 petites minutes, il y a un monsieur qui a demandé là, Isabelle, et puis peut-être, bon, je vous laisse d'abord, après je vais poser une autre question. Oui, Nicolas Garrigue, membre citoyen du Conseil. Devant, oui, vous approchez bien le micro pour que tout le monde entende. D'accord, voilà. Moi je m'inscris un peu en faux par rapport à la définition de la montagne basque étant mieux ou différente, d'autres différentes, oui, mais j'ai pas envie de dire que je l'aime parce que je pense qu'elle est mieux qu'ailleurs. Je pense que moi, c'est celle qui est accessible, c'est celle qui fait partie de mon enfance, etc. Mais j'ai énormément de... Enfin, la montagne, c'est des espaces très divers à travers les Pyrénées, à travers la France. Et je ne pense pas qu'on a besoin de dire que c'est... Voilà, d'essayer de trouver, de la comparer aux autres pour dire qu'elle a besoin d'être protégée,
faut trouver des solutions, qu'il faut, voilà. Donc, je ne comprends pas qu'on puisse parler d'oppression dans d'autres types d'environnement. Voilà, la montagne, pour moi, déjà, c'est une élévation. Donc, où qu'on soit, le fait qu'on s'élève de ses soucis quotidiens, on s'élève de la rumeur du monde, on va chercher un dépassement, une ouverture qui peuvent être menées. Sincèrement, je pense que c'est un point de vue aussi très humain. Du point de vue de la montagne, il n'y a rien entre le Pic d'Ori et le Pic d'Ani, il n'y a pas une limite, une frontière naturelle qui dit on sort de la montagne basse. Voilà. Quand on est en vallée d'Osso, il y a énormément de points de vue qui nous rappellent ici, bon, c'est un peu plus haut, c'est un peu plus minéral. Ok, merci pour votre intervention. Isabelle, et puis après Stéphane qui a demandé la parole. Isabelle Capdeville, je représente ici 2 structures, Interama Pays Basque et aussi l'Ours India. Moi j'ai une question très terre à terre. C'est quoi la montagne? Géographiquement, là, c'est quoi? C'est 90% de la sphère du territoire du Pays Basque. C'est juste les 25% qui dépassent les 300 mètres d'altitude. Est-ce qu'on a une géographie du sujet dont on parle? C'est 111 communes classées en zone de montagne. Alors, si tu me le renvoies comme ça, peut-être que quelqu'un peut donner une définition plus précise. Je ne sais pas en termes de... Prends le micro, Cécile. Par contre, il faut se lever pour que tout le monde... Pardon, Cécile. C'était justement un peu notre réflexion lors de la préparation. Je vous renvoie à la question, c'est quoi pour vous, c'est quoi pour nous la montagne? Comment on la définit? Est-ce que pour moi la montagne c'est l'altitude? Est-ce que pour moi la montagne c'est un territoire géographique? Est-ce que c'est un espace socio-économique? Est-ce que c'est une question de pente? Et il peut y avoir différentes variétés. Donc je vous renvoie à la question, et ce serait très très bien que chacun de vous puisse s'exprimer là-dessus avec ses multi-casquettes. Moi j'ai aussi envie d'entendre effectivement des éleveurs, des pêcheurs, des chasseurs, des randonneurs, des jeunes, des moins jeunes. Voilà, parce que justement, on parle tous de montagne basque, mais chacun de nous met quelque chose d'autre, quelque chose ou sa vision, sa représentation de la montagne. Donc, à vous la parole. Alors, Stéphane a demandé d'abord la parole, et après, on va faire intervenir Juliette qui demande la parole, et je voudrais avoir le point de vue de Antion aussi. Allez, et après on passera à une deuxième question, parce que sinon on n'y arrivera pas. Allez, Stéphane. Je fais vite. Non, juste la montagne basque, pour moi c'est de la douceur avec les collines, mais il ne faut pas oublier, c'est le climat aussi qui rentre en jeu. On a quand même une partie qui est en climat océanique. C'est ça aussi qui fait que la montagne, en partie ici, elle est accessible toute l'année. Donc voilà, c'est vite fait, c'est ça pour moi. Ok, c'est bien d'avoir des interventions très courtes. Juliette, qui avait demandé la... Il faut juste passer le micro, voilà, pour qu'on soit sûr. Comme mon voisin l'a dit, là, pour moi, la montagne, c'est aussi s'élever quelque part, un espace où on se ressource, un espace de liberté, où on rencontre des bergers, où on échange, on a une vue, et une journée de montagne, c'est une semaine où on est bien. Voilà, on va tous y aller. Oui, après. Pour non, moi, mais ça a c'est vrai. cette fonction, d'où l'importance des équilibres. Entendre des motos pétarader en montagne, moi, ça me gêne. J'y vais pour me ressourcer, j'y vais pour partager un moment de bonheur. Voilà, c'est du bonheur. Super, mais on reviendra sur cette notion de toute façon dans la question multi-usage. Et remboursement de la montagne par la Sécu. Alors attends. On va Champy. Allez, très bien, super. Ouais, moi, je reviens un peu à ce qu'elle a dit. La Bernaise, elle ne savait pas qu'il y avait des montagnes au Pays Basque, mais moi, je sais à la vallée de Baïgori, je suis originaire d'Aïnois. Et il y a des gens de Baïgori qui me disent tu es de la côte. Je cherche les surfeurs aïnois, moi, encore. Bien, je pense que tu as bien plu à Batic. Par contre, moi, j'ai vu Broquois, non la Ritana Broquois, Makikik Broquois, les cormorans. Moi, j'ai déjà vu des cormorans à Bidaraïe quand il fait mauvais sur la côte. Ça migre vers la montagne. Bai, aniz gauza ejana izan da, hor. Nire ikus moldean nola bizi dutanik mendia, nik ejan ezake, hemen itxasun gira, oto hartzen malima dugu joan gira lusorat, hori ejan nahi dut, egiteko nunbait, bidean girelarik, batetik joeten gira muga bat bezala bada nunbait. Edo espirituan, edo panoa ikusten duzu, ala pasatzen zira, lusoa, joeten zira kanboat. Hatik,
mendira joten izalaik ez da mugarik. Zinez, niretako mendia da idekidura, libertatea. Ez da mugarik ez eskoalegia iparjaldea eta hegoaldea. Dera, hartagonik biziki maite dut hori, egin baita denak hasik egin berian atxemaiten girela. Eta nik atxemaite dut mendian, joeten iz mendirat, piskat isiltasuna edo berriz nire zurze, ez dakit norrean erden. Eta alde hortaik, noragan, izan da mendia tipia, usten egiten zinen bezala behar da, mendianetako hori da, elevazioan jara baita metro bat balima da ere, goratzen zira, eta izan da mendi tipia edo gora, nik denak maite ditut. Eta isiltasuna hori maite dut, baina isiltasuna, kakotxen artean jara baita isiltasuna, ala ere beste mundu batean sartzen girela, aberen munduan, egekak, xoriak hori denak. Horren gibilean badira bizan dira ere, bada ere ahdiak, zaldiak hori denak, horren gilean bada jendeak, jendeak behar da horren atxitzeko, isiltasun berezi horren atxitzeko, baina gehien bat hori atxamaitu dut nik. Joaiteniz zerbait usteko, eta beste zerbait atxamaiten dut, baina mugarik gabe. Muga fisiko, muga barneko mugarik gabe, eta biztan dena muga géographique gabe. Régis Pochelu. Oui, moi je voulais rajouter juste deux petits points par rapport à ce qui a été dit. Il y a aussi le côté ancien de l'histoire de ce territoire. Quand on pense qu'Oursouya a un tiers de l'âge de la Terre, je trouve que c'est des points de vue qu'il ne faut pas ignorer. Elle est peut-être basse parce qu'elle est érodée aussi. Parle également de la géologie, alors des formations génétiques, pas génétiques mais professionnelles. Il ne faut pas oublier qu'au côté Pays Basque, on a 75 à 85% de grès. Et sans rentrer dans la géobiologie, parce que ce n'est pas mon propos et je n'ai pas les connaissances nécessaires, mais cette roche-là dégage une énergie particulière, très singulière, et qui fait que dans cette aura autour de ce territoire, on est contenu dans cette énergie-là. C'est peut-être pas pour rien si nos ancêtres, même avant les sapiens, étaient déjà là, présents. Voilà, je voulais rajouter cette dimension-là. Et la dernière chose, c'est que personnellement, quand je monte sur la montagne, évidemment, je recherche aussi cette dimension un petit peu spirituelle avec moi-même. Et j'ai l'impression qu'en montant, j'ai l'impression de descendre à travers moi-même. Ah. Belle réflexion, oui. Igor Gaïdo a défini tout. Voilà, exactement. Oui, moi j'ai un point de vue totalement différent, je suis marin, et donc quand je suis sur mon bateau, sur l'océan, je trouve que le Pays Basque c'est un poumon, parce que quand on voit les montagnes depuis l'océan, qui est quand même rude, qui est parfois brutal, on voit la montagne, et pour moi c'est justement la paix. C'est-à-dire que quand je descends de mon bateau et si je vais en montagne, j'ai justement cette sensation de poumon, de quelque chose qui me ressource après à m'être un peu battu contre l'océan, qui est parfois très très rude pour nous. Juste, j'ai envie de faire réagir, j'ai vu qu'il réagissait, Sébastien, à l'Aro, est-ce qu'on se bat contre la montagne? Parce qu'elle a dit qu'elle se battait contre l'océan. Ton point de vue là, voilà, je trouvais que c'était intéressant, voyons. Rapidement. Donc, Sébastien Curial, je suis éleveur sur la commune de l'Aro, donc éleveur de haute montagne. Je suis aussi vice-président de la Chambre d'agriculture en charge de la montagne. Donc aujourd'hui, je suis là en tant qu'éleveur, ancré dans ma montagne. Je suis l'exploitation qui siège juste au pied du pic d'Ori. Donc c'est vrai que la montagne, je la vis tous les jours. Vous m'avez fait un peu sourire parce que la mer c'est compliqué, mais je peux vous dire que la montagne aussi, donc moi la montagne c'est la continuité de mon exploitation et c'est un outil de travail. Et donc j'ai des ovins laits, bovins viande, donc la race Manèche tête noire, des blondes d'Aquitaine. Nous on travaille on axe tout sur la rusticité pour exploiter à bloc au maximum la montagne. Je transhume pendant 6 mois. Et quand certains pensent que quand on part en montagne, on part en vacances, nous vraiment, quand on passe les journées derrière le troupeau, sous le brouillard, c'est un peu comme quand vous avez un déluge au niveau de la mer, c'est à peu près pareil.
Donc, je pense qu'on ne peut pas comparer. Mais tout est beau à un moment donné, et tout est compliqué aussi à un autre moment. Vraiment, pour moi, c'est un outil de travail. Et je pense que ça, c'est important pour moi, c'est une priorité, c'est l'outil de travail. Ensuite, j'étais maire de l'Arro aussi, donc j'ai connu pas mal de choses, et c'est vrai qu'on est quand même ouvert, même si souvent on nous dit qu'au niveau des montagnards, on est un peu fermé. On ne donne pas facilement peut-être la confiance, mais on est ouvert d'esprit. Et il y a une chose sur laquelle je ne suis pas toujours d'accord, ou pas du tout d'accord avec certaines personnes, c'est quand on dit que la montagne est un espace de liberté. Donc ça, je ne peux pas le concevoir, parce qu'en tenant des propos comme ça, quand on parle de liberté, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut, où on veut, n'importe comment. Et ça, je ne peux pas l'accepter, parce que la montagne, elle fait partie du domaine privé. C'est à quelqu'un, c'est aux communes, c'est aux commissions syndicales, c'est aux propriétaires privés. Ça, il faut se le mettre en tête, c'est à quelqu'un. Et on est ouvert, on est prêt à accueillir les gens avec certaines règles. Donc quand on dit que c'est un espace de liberté, ça me dérange, parce que moi, quand je suis en montagne avec mon troupeau et qu'il y a des randonneurs qui passent avec leur chien qui est pas à l'aise, qui me foutent le bordel et qui me disent je suis chez moi aussi, pourquoi moi je dois garder mon chien à l'aise alors que toi tu as ton chien qui est pas à l'aise? Bon, moi, le chien aussi, pour moi, c'est un outil de travail. C'est pour garder le troupeau. Donc, il y a beaucoup de travail à faire par rapport à la communication, mais je pense qu'il y a des bases primordiales. Et la liberté, oui, on pense à la liberté quand on part en montagne, mais pour moi, ce n'est pas un espace de liberté. Il faut faire attention à tout ça. On va revenir sur cette thématique après. Alors, on fait le pont avec la deuxième thématique, où tu voulais rajouter juste quelque chose, Pascal? Juste, je viens de me rendre compte que depuis l'Arro, même par grande tempête, l'océan, c'est une flaque, quoi. Mais oui. Agriculture et pastoralisme, et Sébastien, Antion... Ah, tu voulais rajouter juste un petit quelque chose? Voilà. Et après, on va passer à la deuxième thématique, oui. On intervient... Tu peux te lever juste pour qu'on puisse te voir, voilà. Qu'on voit qui c'est qui parle. On intervient souvent dans des écoles quand même à Egaladia, mais sur la côte. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gosses qui ne savent pas qu'il y a de la montagne en sortant de la ville aussi, quoi. Donc la montagne basque, elle n'est pas connue par certains gamins ou même des adultes. Quand on leur dit qu'il y a des vautours au pas de Roland, il y en a sur la côte, ils restent sur le cul. Donc ouais, il y a aussi une séparation entre, on va dire, toute la zone côtière citadine, avec beaucoup de gens de l'extérieur aussi, mais qui ne connaissent pas la montagne basque. Et quand ils se pointent pour faire une sortie en montagne basque, souvent ça finit, c'est pas joli, quoi. Donc ouais, il y aurait aussi beaucoup d'éducation à faire sur le Pays Basque, entre les différents types de populations. Ok. On reviendra aussi sur cette thématique. Agriculture et pastoralisme, on l'a évoqué. Bien sûr, les garants d'une transmission, d'une économie et d'une culture montagnarde. On vous propose une mise en bouche avec des petites vidéos. On regarde et on revient sur cette thématique. Etxetan, erreparoa txipituz bezala, tresnatzen hasi da laboraria. Bainan, kasu emanez investizamenduek. Zeren, mendiko tresnak kario dira. Etxemplu bat, begoizaldiko transporter batek, hutsik balio ditu 20 milion egungo egunean. Hori, bezala, hainiz gauza mendiko laborantxan gostatzen dira, eta araberan mozkinak beti txipiak dira. Hemen handiz kostatzen dela ere, pentsatzen dut, ardiekin lan zerbait egitea. Eta ordeon arzaintzain geroa, erraiten da, haunitz esnea pahatia dela, erten dute, eta baina ez dakit, neni iruditzen zaut, eskaz dela, alare. Eskaz dela.
eskas dela, partikulazki familia baten azteko. Mendien bizitzia eta hemendiko familia bat nahi bada hasi eta gehiago gostatzen da, zentrotaik urbilden nahi baino, gostako zaiko. Gero, uai eskolan ehili behar da, obligetia da nahi edo ez nahi, obligetia da eskolan ehili behar dute aurrek. Eta eskola joitiare gostatzen da hemen goai gehiago. Donienen edo Donapaleon berian bizi denak, aurra dinen zaiko etxeat, asguziz. Ez du internapa atzeik, eta hori denak gostatzen da, aurra hemen eskolan ehiltzia, hauniz gostatzen da. Bihar Garrasiko mendiak nahi nituzke ikusi gazte gehioekin laborantzari hartzaingoari buruz joaitea eta bultzatu hartzaingoa eta zeren eta ikusten dugu anitz galtzen ari dela eta nahi nuke ikusi gehiago gazte eta mendia bizi arazio. Alors notre exploitation elle est située à l'Arcevo, dans la vallée d'Ostibaré et on transhume à Orgamendi, à la frontière entre Bucinaritz et Ibarrol. Donc on les garde tout l'été, et les vaches ainsi que les brebis. Et le but c'est qu'elles restent, qu'elles profitent de leur parcours et qu'elles entretiennent les espaces propres et pour que tout le monde puisse profiter des paysages verts que les touristes aiment tant et que même les locaux aussi profitent de ces beaux espaces. Que dire de plus? La transhumance, c'est aussi pour nous un moyen de rentabiliser nos exploitations qui sont souvent petites et ça nous permet de dégager du temps et même de l'argent pour pouvoir faire les travaux en pleine sur les parcelles et pouvoir faire des stocks pour l'hiver qui sont très humides et donc l'hiver on garde le troupeau à l'intérieur. Donc c'est un formidable moyen de pérenniser nos exploitations. La forêt de Cise représente un massif de près de 4000 hectares. C'est un peuplement de hêtres à 90%. Il y a un peu de frênes, d'ormes, de châtaigniers, de chênes tausins. Et bon, l'essentiel de la forêt est constitué par une hêtraie. Au niveau économique, c'est relativement important. La forêt fournit du bois de trituration, du bois d'œuvre et du bois de chauffage pour les habitants du canton, enfin des deux cantons, et ainsi que de la trituration pour l'usine de Saint-Gaudens et du bois d'œuvre pour des marchands de bois aux alentours mi-espagnols et français des deux côtés des Pyrénées. Outre la forêt de production, nous pouvons constater la présence de caillolards, de bordes qui restent l'habitat de l'homme, donc des bergers pendant la saison pastorale. Et aussi en bordure ou en zone intermédiaire, on trouve des têtards qui peuvent être un habitat pour les insectes, oiseaux et autres, notamment le pique-prune qui peut se trouver dans cet état. Nous, on considère maintenant, dans la gestion, on préserve ces arbres-là justement pour conserver toute cette diversité. Voilà, donc ce qu'on vit aujourd'hui, il y a la question des ressources, mais des ressources pour agriculture, pastoralisme, mais aussi forêt. Et puis à côté, tout ce qui a été évoqué. Alors, ça parle à qui? Pauline, tu prends le micro. J'aimerais bien entendre aussi Bruno Iribarne sur cette question. Alors d'abord. J'aimerais juste réagir sur ce que dit cette dame-là dans les archives, sur vivre en montagne, près de la montagne, ou éloigné de tout, ça coûte cher.
Nous, dans notre cas, c'est clair que choisir un système qui profite des ressources naturelles de la montagne, de l'herbe, ça nous coûte cher. En fait. C'est-à-dire que notre philosophie, c'est faire un fromage avec du lait qui est produit avec de l'herbe. Donc l'herbe, ça coûte rien, elle est à disponibilité au printemps à la ferme et l'été en montagne. Mais ça implique deux outils de travail, un en bas et un en haut. Donc un en bas, c'est-à-dire des barrières, un toit pour les brebis, des auges, ça veut dire un outil pour traire les brebis en bas et en haut, une salle de fabrication en bas et en haut, une salle d'affinage en bas et en haut, et pourquoi pas, si on veut éloigner le concept, la vente en bas et en haut. Donc c'est des doublons. Est-ce qu'on investit en dur? Est-ce qu'on investit sur des équipements mobiles? Donc tout ça, voilà, ça me fait écho sur l'investissement. C'est-à-dire qu'on choisit de travailler avec la nature parce qu'elle va nous donner, on sait sur le long terme, variablement d'année en année, mais on sait que c'est une notion stable. Mais derrière, il y a des investissements. Donc on a choisi effectivement d'avoir du mobile et du fixe, selon nous, notre vision. Et je voulais aussi amener une information, c'est que du coup, comme il y a double investissement parfois, on est aidé. On est aidé par des subventions européennes, nationales, régionales, à hauteur de 70%. C'est-à-dire que tous les investissements qu'on a faits en haut, donc par exemple une remorque de traite, le chaudron, la réhabilitation du caillolard, parce qu'on avait un caillolard, mais il y avait juste une seule pièce, donc pour y vivre avec la famille, ensuite, bon, c'est encore un autre thème. Donc tous ces travaux, on les a entrepris depuis 2 ans, là on a terminé hier, et donc on est subventionné à hauteur de 70%. Donc une dernière information, le tout coûte 300 000 €, on a investi 100 000 € en haut, voilà, pour notre carrière. Donc, alors ça fait réfléchir, ça veut dire que on a emprunté, on va devoir rembourser ça, donc ça veut dire qu'on investit la montagne financièrement, mais aussi sur le temps. On s'y voit dans 20 ans, et on espère que dans 20 ans, 40 ans, il y aura aussi une suite pour continuer le système. Alors, Pascal, qui voulait passer le micro juste? Qui c'est qui veut... Ah, derrière. Tu te lèves, tu te présentes juste? Alors, bonjour, moi je suis Minon Douema, donc je suis ici pour l'association RRIBC, mais je suis aussi ici en fait en tant qu'agricultrice, installée depuis 5 ans sur la ferme familiale à Axa et mon père. Et donc nous on transhume sur les hauteurs de Irati, vers Okabe plus précisément. Et donc c'est vrai que nous, enfin moi plus précisément quand j'en parle avec mon père de la montagne, moi à mon échelle j'ai l'impression qu'on est quand même nombreux à la montagne en ce moment. Mais quand il me dit bah ça c'est rien, enfin à l'époque il y avait vachement plus de monde quoi. Et c'est vrai qu'on le voit aussi quand on marche un peu à la montagne, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits en fait qui se salissent aussi parce qu'à l'époque, enfin il y a je sais pas maintenant combien d'années, mais la politique aussi disait que il y avait beaucoup de monde en montagne, donc en fait on n'incitait pas forcément les jeunes à monter. Et maintenant c'est plus l'inverse, donc maintenant il manque aussi de monde. Et donc, la politique fait qu'on incite aussi plus les gens à essayer de venir à la montagne. Et donc, voilà, moi je voulais rebondir aussi sur le fait que c'est vrai que c'est aussi du temps, de l'investissement. Et donc, comme disait Pauline, sur les 2 sites, à la maison et à la montagne. Mais bon, ça en vaut le coup aussi. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est quand même agréable de monter plusieurs mois de l'année à la montagne, profiter de ce bel espace. Parce que oui, nos montagnes sont belles, mais parce qu'elles sont entretenues. Et c'est dommage de laisser salir aussi certains endroits. À l'époque aussi, mon père me disait, les bergers de l'époque, ils partaient dans des endroits peut-être plus escarpés avec les brebis et tout ça, pour aussi manger ces endroits. Et donc c'est dommage aussi de les laisser salir. Donc voilà. Super. Anki, on a demandé la parole, Stéphane, et puis surtout levez le bras parce qu'on veut tous vous entendre. Donc à un moment donné... Bai, nik etxenpu bat niz beste bat bezala, eniz bada oberena mendi, Artzain mendian aipatzeko, zenta nik nire ardiak, egilak ere baditugu, ardiak burukogiak, deizten ditugunak, ez dugu gaso egiten, saltzen dugu esnia. Guk mendia baliatzen dugu ardiek ilan, baina mendi apalak, mendi apalak, gu gehiago baliatzen dugu oianpeak. Eta berba aipatuko dugu, esprodutzen eta uste dut arbola eta oiana zinez beharrezkoan direla. Zikintzen direla, hori ez da dudarik,
eta zuk ere egiten zuen bezala, zure aitak egiten zin bezala mendian gehiago zirela berba lehen hau, gure eskualdan ere, denak joiten giren mendirat, mendi apal horiek behaz gehiago entretinitia ziren, baita kabalak gehiago ziren, eta iratze gutiago, orain ez dakit, berba, ni bano gehiago badakizi, berba eurien gatik azidoak direlakoan zer, iratzia gaina hartzen du, gehi su mendi horik ez dira baitez bada eneduriko ongi eremanak, beharrezko dira banan ez denetan, eta sua egiten delarik zer pusatzen da guk ez duguna nahi. Maleruski Europak pakaren bidez bortxatzen gaituzte atxikitzia garbiki mendiak, beran horiendako garbia zer da, garbia. Benetako ez da hori, garbia zen eta garbitzen delarik dena hiltzen da, bar bolkipiak, ustean jaiten bezala, hoianak berdera zain du, baina hola inez ez gira arribatuko. Behaz, ebe suari edo berotasunari iardokitzen duten landereak pusatzen dira, eta ez baitez bada gure aberendako ondirenak. Behaz, zinkintzen dira mendiak, ez gira gehiago joaiten mendirat, mendira jena dut alapidean atxitzeko, eta behaz, ardi gutio, iratze gehiago pusatzen da, eta ere, ekonomikoki, ostean egiten bezala, gero eta zailago da bizitzea, zailago edo, bai, horra jamer da. Behaz, entzaten gira gehiago berba esne egitea, gehiago atxitzen dugu etxaldetan ardiak, behaz, sobera behantei da, joiteko mendirat ardi esnadunekin. Nun ez den, beste toki bat, berak egiten duzu bezala, beste etxalde bat, o beste gune bat, nun behiten aldenez, eta hola. Hori nahi nirean, eta ere, horren egiteko nik ez dakit, berba ez niz hortan, baina mendira joiten delarik, gostatzen dela egiten dugu teknikoki, jena baita ostean egiten zinin betela, baina berda egan ere, gostatzen dela jendez, jena baita gainan dena, berda norbait beherian. Eta bada hor, observatorio bat segitzen dina zenbaki guziak, nahi batzu, bat diruz eta ba jendez, eta hor ikusten da epe laburez, nik egiten epe laburez, 12-15 urtez, etxalde bakots, eskolegian, gutxikora bera, bi presuna, bi UTH egiten dena, bi UTH pasatu gira batetarat. Eta hori dena egan nahi du. Gainera, ondoan ezagiz, etxalde guziek aberez doblatu girela. Kasik, ber, diru sartzen dako, diru revenu delako hori. Bertegana baita berdako dutan hori hartu, mendia berda erabili, mendia berda ardiak izan, ez da dudarik, baina nola berda teknikoki egira, arditei egiten, bide egiten joaiteko fitio mendirat, eta hor ere banuke egiteko, zenta gune batzu betornatzen dituzte bideak, ez da gizuzen dako, edo egiak edo komisioak bat dituzte diruak alokatuak horrendako, eta zinez behote hor empleatu eta horrena eten dute, netako hor bada aniz gauza egiteko ere. Baina, gero eta gutio jende gira etxaldetan, eta nola deurru behar den erabili gaineko bizia ardiekilan segituz deizten ere, eta berekoa ere. Beraz, idilikoa da, nik nahi luke, denek han izan gaiten, eta nik ere nahi luke berba sistema hori hartu. Baina, gure mendi aparetan janik ez da gehiago lekuik, ez dakit lekuik falta denez, baina garbidik azteko ez da. Eta edo behar denez, joan den aldean aipatzen nien ere behar bada, Oberniko eskualdean, bazta gauza bera, behiak dira, egisago da, baina han mugatzen dituzte mendiak, ifonde park nahi bauzu, eta janarazten dituzte zatika mendiak, eta garbiarazten. Ezin ez da ardikilan, dakizen bezala, biziki zaila da ardien janaraztea toki bat, garbitziak toki bat. Nik nire ahloan badut gune bat, oianpea zikina zenatena, eta zerratia duguna, eta denbora eman du, baina orain biziki oian eder bat da. Eta berriz oianean baliatzen izan mikro dutan, nik oiana baitez padako atxemaiten dut, zenta justu pak histori hortan, delako surfaz fourager hori galiten dute atxikitzia, jena baita horien dako dute belaja. Belaja, la surfaz fourager horien dako da belaja. Baina entako, la surfaz fourager ere da, behin bestekan eteko, jena baita zuaitzak, gaztaina, hori denak. Eta gainera itzala ekartzen du, eta erakusia da ere, arbolak, beste bezala, baina arbolak gehiena, delako fotosintez hori esker eta dena, umitateak berriz igortzen du goiti, eta atxitzen du gero umitatea, lanoak ekartzen du, berriz euria, eta
beste erresume batuetara, non ez den, mendirik bat ere, oianak landatuz, berriz ekarri dute behaz klima edo mikroklima berezia, non berriz euria sortu diren, ekarrarazi duten euria sistema horrekila, erkak berrizin, eta bizia, eta azkenean gure einean, hori ere behar nuke berdin politika, biskate ikusi politika, ez benen araudi bezala, behar nuke zaindu gehiago eta bultzatu oianak atxikitzia. Hori esker nik uste ere, gure klima orokorra ere, aize obekio izanen da, eta berdin orain ditugun idorte horik eta konponduela. Eta beste gauzat ere, gero eta joano idorteak heldu dira, eta horrak edida, mendira joeten girela, kasik behantei da ere, ardikilan, zenta bazka joana bezala da, eta hor, ez baliman dugu lehena hori atxikitzen oian horik, eneduriko ez gira opunionen. Beaucoup de choses qui ont été... Beaucoup de choses qui ont été évoquées. La question des surfaces intermédiaires, hein, je ne sais pas si on aura le temps de rentrer dans les détails, mais la question du modèle d'agriculture, le climat, la forêt... Jendeak ez baitut ezautzen, ala ere behoa. Ongeitak erraitea, iparlapean da, jena baita erraiten duelaik mendi ertaina, mendi ertaina edo apala erraiten duelaik, ala ere, kostaldetik lehen 1000 metroko mendipean dela bere txaldea, 1000 metrotan gira guti gora bera, egia da hide txetiko jana hor berean duzu, eta bazkak ere, nunbait, hori importanta da erraitea, jena baita, zukasik mendian bizizira, hor duzuko, mendiko etxaldea da, ez da beheko etxalde bat, mendia baliatzen duena, da kasik ertain horik. Importanta da kokatzea ongi, nola berak dituen erronkak, ez dira baitez bada, beherian, errian biziden etxalde bat, eta gorago eta hain gorago joan behar den etxalde batekin konparatzea. Hala ere, importanta da, ez dakito hartzen girenez, baina niauk ere, goioak ditut etxan, baina dela bi haste konten nintzen arbolak izaitia etxaldean. Sekulako ez gira huartzen, mainan itzala, zoin important izanen den geroaren dako, behaz hori ere pentsatu behar da. Alors, dans l'ordre, Stéphane, Egon, Sophie, la dame au fond, Pampi. Alors, on va dans l'ordre, hein. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir. Payot, allez. Alors, un peu courte pour vos interventions, peut-être pour donner la parole à tout le monde. Ouais, hein. Allez-y. Le côté sale, moi ça me dérange un peu. Une décharge, c'est sale. Des poubelles en bord de route, c'est sale. La nature, pour moi, c'est pas sale. Que ce soit du châchis qui gagne ou des choses comme ça. Après, je comprends l'utilisation que peut avoir le monde agricole. Après, pour moi, en termes de biodiversité, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le pastoralisme ou un certain type d'agriculture à favoriser la biodiversité ici. Donc pour moi, entre guillemets, ça va être un peu mal pris, mais l'espèce qu'il faut protéger, c'est l'éleveur à l'heure actuelle. Si on n'a plus d'éleveurs en montagne ou même dans les plaines, tout le travail qui a été fait de conservation sur les différents rapaces et plein d'autres espèces animales ou végétales, ça serait perdu. Monsieur, là, il parlait de la forêt. Moi, je mettrais les haies aussi. Là, j'ai vu dernièrement sur Irisari des haies qui étaient horizontales aux pentes, ont toutes été rasées. Parce que justement, elles étaient sales. Donc le gars qui a repris cette exploitation, il a tout rasé. Donc c'est un citadin qui a repris une exploitation, donc là, il a fait propre. Là, on voit maintenant avec les pluies qu'il y a eu, ça a raviné. Donc là aussi, il y a la forêt qui est prioritaire, mais le bocage, il faut le maintenir et maintenir un bocage intelligent. Les anciens, s'ils ont planté des haies qui étaient horizontales aux pentes, c'était pour maintenir l'eau, c'était pour ralentir l'érosion. Donc ça aussi, une haie pour la biodiversité, c'est très intéressant. Je reprends 2-3 données que nous, on a égal à Aldia sur les soi-disant problèmes avec les vautours. On se rend compte que quand il y a des mises-bas compliquées, les vautours peuvent arriver pour manger plein de sata et après ils rentrent dans la vulve, ils chopent une artère et la bête meurt. Ça se produit dans les grandes plaines, les endroits où les éleveurs nous appellent, c'est des grandes zones dégagées de Saint-Palais, de Mauléon.
Et par contre, la majorité des éleveurs qui ont des bêtes qui vivent encore avec une forêt, avec des haies, leur nez bise bas, les animaux sont pas cons, ils vont se cacher. Donc voilà, le maintien du bocage et de la haie est très très important, quoi. Et le maintien du pastoralisme aussi, c'est garant aussi d'un certain type de biodiversité. Mais le mot sale, moi je me bats avec les gamins à l'école quand ils disent que la nature elle est sale. Je pense que c'est mal approprié pour la nature. Une décharge sale, mais la nature c'est jamais sale, quoi. C'est juste de l'herbe. La définition de sale. Sophie? Il y a plein d'idées qui arrivent, alors j'espère que je vais être claire. Moi, je voulais témoigner un peu de... Approche ton micro pour qu'on entende bien. Comment dire, pour moi, la montagne, il y a une évolution depuis, je marche depuis presque 40 ans régulièrement. Je trouve que la montagne, elle a quand même beaucoup changé, et les pratiques pastorales également. Les pratiques pastorales... Avant, il y avait beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'animaux sur la montagne, mais avec des temps beaucoup plus longs aussi, en fait, beaucoup plus longs. Mais c'était lié au système de production aussi. Les systèmes se sont intensifiés avec des animaux de plus en plus sélectionnés. Donc, sélectionnés et qui font en fait que les brebis, au lieu d'arriver avant, les bergers sans terre à l'époque, y allaient du début mai jusqu'à fin octobre, c'était les 6 mois complets. Au fur et à mesure, on a vu comme les temps de lactation augmentaient, en fait les brebis remontaient taries, en fait, et taries, elles arrivent, avant c'était au mois de juin, avec d'abord les taries et puis plusieurs niveaux de remontée, et puis maintenant les gens ils amènent le troupeau entier plus tard en fait, donc les durées sont plus courtes, les durées à la montagne sont plus courtes, et en fait il y a plus de monde et avec moins de bergers aussi, moins de présence permanente en fait. Parce que pour moi, l'histoire des routes, c'est bien, on y arrive plus vite, mais on y part plus vite aussi. Donc, sur le coup, il y a eu même des conflits sur Irati avec les bergers sans terre qui restaient toute l'année, tout l'été, et qui géraient leur propre chalot, leur propre parcours, mais celui des autres aussi, puisque les gens étaient redescendus faire... je mélange un peu les trucs, mais je voulais dire que... il y a plusieurs systèmes, et puis je ne veux vraiment pas les opposer, au contraire, chacun a fait des choix à un moment donné. Moi je ne suis vraiment pas dans l'idée d'opposer les systèmes. Les gens ont fait des choix en fonction de leur perception, de leur situation, et des choix qui leur paraissaient les plus cohérents. Je connais Bérois et sa famille depuis un moment. Les choix qui ont été faits, c'est vers un certain système, mais parce que les pentes, elles sont telles qu'elles sont, la montagne, elle n'est pas suffisamment productive, et donc, c'est vachement important de respecter aussi un peu les choix. Je veux juste revenir maintenant sur... moi, je travaillais en milieu agricole avec des adultes qui s'installaient, et je veux dire que c'est vrai qu'on voit revenir en force des jeunes qui veulent... investir la montagne, mais investir la montagne justement sur des choix comme tu as présenté, Pauline, et avec l'idée de le faire en famille aussi, je veux dire, parce que souvent, avant on disait, les bergers sans terre, c'est des raides, des vieux, des célibataires, un peu, voilà. Ce que je vois apparaître maintenant, ce sont des jeunes qui ont envie d'investir la montagne en couple, en famille, avec des enfants, donc ils font des choix qui réussissent ou pas, mais généralement, en tous les cas, c'est pas ceux qui y vont et qui tiennent, c'est pas des pimpins, même si, mais en tous les cas, et c'est très bien de donner l'ordre d'idée des investissements parce qu'ils ne sont pas neutres. Moi qui ai travaillé en milieu agricole longtemps, mais c'est vrai que quand on voit des jeunes arriver, des hors-cadres familiaux, par exemple, un des systèmes finalement le plus accessible pour commencer, c'est le statut de berger sans terre. Parce que les jeunes n'investissent que sur ce qui est rentable, entre guillemets. Si jamais ils se plantent, berger sans terre qui fait un investissement d'un troupeau, d'un système de traite mobile et tout, à la limite il se plante, il peut tout revendre, je veux dire, quelque part, c'est un système qui permet en tous les cas de se tester, puis si ça marche, de pouvoir éventuellement, après, il y a des exemples, des bergers sans terre, je veux dire, je pense à Jean-Baptiste Zamponi, qui est resté berger sans terre longtemps, lui il allait en Béarn,
avec 2 niveaux de transhumance. Je me rappelle avoir fait monter les stagiaires sur la petite montagne, qu'il appelait lui petite montagne. Ils en ont des souvenirs, voilà. 3 heures pour arriver au Cayolar à pied, à peu près. 700 mètres de dénivelé, non, mais voilà, sur le bain douce, mais ils s'en rappellent fortement. Bon, voilà. Tu voulais rajouter quelque chose ou on donne la parole, non, on continue? Ok, on donne à la dame au fond qui va se présenter. On va revenir, hein. Je sais Stéphane que tu as redemandé le micro, mais... Bon, moi je suis le bouton noir, si on peut dire, la citadine des droits de l'homme. Hein. Bon, donc, non, moi je voulais seulement poser une question, mais qui a en partie été déjà traitée, c'est ce concept de saleté, quoi. Qu'est-ce que la PAC exige quand elle veut d'une montagne propre? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis si la dame pouvait revenir sur ce qu'on appelle la montagne qui n'est pas propre, quoi. Ça, voilà, j'ai du mal à... Voilà, la saleté, pour moi, effectivement, c'est les ordures, c'est les mouchoirs en papier, les mégots de cigarettes, etc. On va revenir sur cette question-là. D'ailleurs, peut-être que Pampi, qui a demandé la parole, peut aussi répondre à ça. Tu te lèves, tu te présentes un tout petit peu. Egunon, Pampi Olaizola, beraz, hemen niz Eskolegiko Laborantza Ganbararen izenean, Garapen Kontseiluan, eta besteak beste ezpeletakoa naiz, ardiazlea besteak beste, eta mendi gida ere, 21 urte hontan, beraz badut bi alderdien ikuspegia. Berbera erantzuteko lehenik zikin eta garbi, nik ere izen horiek ez ditut egokiak atsemaiten, erraiten dut gehiago esten den gune bat eta idekia nahi dugun gune bat. Idekia batzuentzat garbia da eta esten dena zikina. Baina behar da, ne ustez egan idekia edo etxia, hori baita errealitatea eta hola ez dugu judiatzen. Nik eran nahi nuke, behinan hastapenetik ala idatzia zen mendiak direla. Eta mendiak direla onartzen badugu, ez dugu gehiago ez tabaidarik hemen monotipiak direla edo mendia hondiak edo mendia erlieboa da, le relief, eta sortu balimagira Chamonix zen, bizitan dena, Garralda edo Errozate, ez dira mendiak, benan guretzat ala dira erlieboa delako eta mendi bezala baliatzen ditugulako udan eta hola. Mendiak dira ere, ez baitira mendi berdinak Larraineko kaskoan edo Bideatun edo Garraldan berriz diot edo Mundarrain edo Artzamendin, eta ez dira modu berdinan ere erabiltzen al. Hemengo eranen dut, Lapurdi, ez dut eranen kostaldean, Lapurdi aldean ez da gehiago ikusiko hartzainik gasne egiten mendietan, adibidez. Hori atsemanen da gorago, ez baita gehiago alako belarrik eta bazka honik ala egiteko. Eta hemen beste gauza dira diokoan, mendi ertain hauetan edo lezon intermedier erraiten diren bezala frantsesez, hor hesten ari dira. Eta lehen erraiten zinuen Antion iatze gehiago badela, ne ustez hainiz gauza aldatu dira. Diende hartzain gutiago da mendian, entzun dut ere ardiak, besteak beste ardiak, baina beste abereak ere, lehen baino berantago ere maiten dira. Nik entzun dut auzo bat erraiten, baina iatzea kasatzeko, berdira ardiak maiatzetik joan, iatzea haunditu haitzin, eta iatzea sortzen delaik hauskorra da beziki. Eta ardiak pasatzean eta beste kabalek hausten dute. Eta behaz, askigoiz abiatzen bada, behar bada, iatzea ere kasatzen alda pitaka. Gero, ze haitu dut ere ardien arraza edo justizitatea. Lehen, nik guai sasi ardiak ezagit ditut, 10 bat urte honetan, sasi ardiak biziki, lehengo arraza bat da, hor ez du esnea inizik emanen, aragi biziki ona ekartzen du, baina sasi ardiak janen ditu abarrak, sasiak, untzostoa, le lier, itzultzailearen zat, hainiz gauza belarra jan haintzin edo betan. Eta beraz, olako arraza batzu, kombinatuz potioker edo beste behi edo olakoekin,
idekirik atxikitzen dute ere mendia. Eta hemengo hori behar bada Garaziko kaskoetan ez da olako erronkarik, baina hemen esten ari diren mendi hauetan, erranen dut Biriatutik bederen Lapurdiko mugaraino, arazo hori badugu eta nahi badugu sute gutiago ikusi ez Artzainen suteak, baina sute gaiztoak ikusi ditugunak hemengo otardietan eta olako abereak ez hartziak ere badu jola hori eta laguntzen aldu gauza hortan. Eta gero nahi nuen erran ere, erran duzu hastean berzela pixkat sendimendua emozioarekin mintzatu, nik ene ikus moldea eta gogoan dut berriki Tiale Urretek erran duena kanaldu den ikusi dut, berak erraiten zuen turismoa hasi delarik Artzain soilak kondenatu zirela. Olako hitzak baliatu ditu, bere ikus moldea da, aski gogorra, baina nene ustez bada egi parte bat gauza hortan. Eta anekdota bat kontatuko dut, nik dola hilabete bat, 6 ardi galdu ditut ibiltari baten sakurraren gatik. Eta hori da ere irriskua mendian ditugularik kabalak, libertatean dira, eta borrokatzen gira egun guziz, ez erraiteko kesatzen ibiltariekin, ez baitute ulertzen soka bat eman behar dutela sakurrer. Eta hori, zinezko guretzat, nik erran diot, hor berriki eksperta dintzait haste honetan, eta erranakot, galtzen ditugu ardi batzu, baina pasatzen dugu egun oso bat bederen frogatzeko hil direla zen eta barriatuak dira erreketan eta hola, behaz galtzen dugu denbora eta batez ere nik guai ez dakit susen zenbat ardi bilduko, ez dakit atseman ditut 6, baina behar bada baziren 15 hilak. Hemengo sasita gauza horietan ez ditut denak atseman behar bada. Eta egunero edo egun guziz edo haste guziz badugu ibiltari batzuekin kesatzeko manera ez baitute aitzen, ulertzen, landierosa dela. Denak uste dute haien txakurra atxikiko dutela, kontrolatuko dutela, baina besteak beste sasi erdiekin biziki zaila da, baute usain berezi bat, baute portaera berezia biziki salbaiak dira, basauntzak bezala, eta txakurrak uste dute joko bat dela, eta joaiten dira, eta hemengo jendea da kakingarriena, hitza erraiteko, gai horrekin. Hemengoek dute ez ulertzen mendia ez dutela baliatzen al nahi duten bezala. Eta bukatzeko, bigarren urtea da Artzain bat hartzen dugula, badira laguntza batzu edo garrienaz, elkartu gira azle batzu, Artzain bat hartzen dugu, eta diaz alpesetatik heldu zen, eta hasi delarik hemengo jendeari erraiten bai otoi lotu sakura, erran diote, bezu isiltzite, zira ez da hemengoa, uzgaitzazu bakean. Uste dut, nik zinez uste dut mendia mehatxatua dela, Artzaingoa desagertzen bada, gure paisaiak aldatuko direla, jendeak maite ditu hemengo paisaiak diren bezala, eta diren bezala, hastapenean norbaitek errandon bezala, da oai arte hemengo Artzainek, oiantzainek, denek eraman dituzten gauzei esker. Eta hori galtzen bada, paisaia aldatuko da, eta jendeak ez duen beste maitatuko. Behar dugu denak errespetuan bizi, eta entzunez, Sebastianek errandu, badiela regla batzu mendian, horiek errespetatu behar dira, bestenaz guk ere amor emanen dugu memento batez. Ez da errez bat ere sakuren eta mehatxu horrekin bizitzea. Justo, erran nahi du emozioen aldetik, kolera dela orain zurea, mendia partekatzeko momentuan. Beldurtzen hau gaiten duzunak, eta horrek eragina izan lezake ere gogo eta guzian, erran nahi du zuek erabiltzaile bezala behar bali maduzue pasatu, eta senditu dut ere, Sebastianek erran duenean, gutixako, menturaz, Antionek erran duenean, naiz zartzen duen hori ere aintzinean, erran nahi du behar duzuela denbora pasatu, pedagogia egin, konsientzia pizzarazi eta, beraz, bilakatzen da, maitasunetik eta gozatzen eta libertate, aipatu dituzuen hitz horietatik guzitik, bilakatzen ari da, kolerarat. Nik erran dut dola 2 urte bizi izan dugun krisi famatu horrekin, bapatean
milaka jende joan da mendirat. Ni azken etxaldean iz mendia haitzin, ere bidea gure etxean gelditzen da, eta asteburu guziz, aro edera delarik, baditut 10-12 bat oto etxe haitzinean, batzutan badut gogoa traktora hartzeko furtsaikin, oto bat aldatzeko, zergatik ez painiz sartzen al nire pentserat. Ardiak ez ditut ateatzen albordatik, parerat pentseat sartzeko. Hori ez dut, behaz nik ulertzen dut, eta errandut hor, hainbeste jende urbildu delarik mendirat, errandut ulertzen dut. Beharrezko da, blokatuik egon dira haien apartamenduetan 2 hilabetez, ulertzen dut mendira joaitea. Ahatik, behar dute ulertu, badelarik keeta bat edo ateka bat, zerbaitetarako da, ez niz hasiko emaiten defense de stazione, logikoa da, ate baten aintzinean ez da aparkatzen. Eta gero, kolera, uste normala da, gure gertatzen ari dena azken belaunaldian, nitipian nintzelarik, karrikako jendek ere bazakiten nola ibili mendian, eta nola errespetatu hartzainak, laborariak eta beste gaur egun, hemengo herrietan ere, moztura handi bat izan da. Jendea urbanoa da orai, itxasun ezberetan eta hola. Lehen, kanpainakoak ziren. Eta behaz, hemengoek ere ez dakite behar dela kasu egin nun uzten den otoa, sakur bat behar dela estekatu, holako gauzak. Behaz, batzutan badugu kolera ni entxatzen iz kalme egoiten eta pedagogia pixkat egitea, normala. Ulertzen aldut ere hiritar batek ez ulertzea berehala, baina batzutan bai, badutalarik olako ataka bat ardietan eta ez dakidalarik noiz geldituko den edo ondoko hastian berriz izanen delarik, kezka da, eta batez ere jendeak ez dolarik onartzen eta ulertzen bere sakura, guk erraiten dugularik sakura estekatzea. Ez gira kolera gorrian unguzi zara ere. Eta bukatzeko barkatu, errandut badituela 2 alderdiak, mendigidaniz ere, behaz bada 20 urte jendeak ere maiten dituztala, eta lan hori ere egiten dutala, eta erraiten dutala, ez urbildu potioketaik, potiokak basak gelditu behar dira, lan guzi hori bada ere, jendeak ikusentua bereak mendian, urbilduko niz, eta horrek ere kaltea eragiten du abereen justizitatean, lasaitasunean eta beste. Behazala, kolera baino gehiago berda esplikatu, ne ustez. Ados, voilà. Vous êtes nombreux à demander la parole, mais ça, on va faire aussi le lien avec la 3e thématique, parce qu'on reviendra sur cette thématique. Mais oui, ne vous fâchez pas, je ne veux me mettre en colère avec personne. Voyons, une dame qui n'a pas pris la parole, juste quand même, je lui donne la parole. Oui, on vous donnera la parole. Je vais faire rapidement. Bonjour, je suis Cécile Poignavant, je suis citoyenne au Conseil du développement. Moi, ce que ça m'inspire, cette discussion, c'est la question de la pédagogie, de l'éducation, de la formation. En fait, on est tous issus de fonctionnements différents, avec des habitudes différentes, avec des choses qui n'ont pas été transmises peut-être par rapport au fait de... Il y a plus d'urbains, tout le monde a... Voilà. La population a beaucoup bougé dans les dernières années, donc on n'a pas forcément tous la même culture des choses. Et je pense qu'il y a vraiment une question d'éducation par rapport à ce que disait Stéphane, de se rendre compte qu'il y a des jeunes qui ne savent pas qu'il y a la montagne pas loin, qui ne la connaissent pas, qui ne savent pas comment ça fonctionne, qui ne connaissent pas les habitudes et les bonnes façons de faire. Je pense que les enfants sont les meilleurs, ambassadeurs d'un certain nombre de choses, de nouvelles pratiques ou de nouveaux fonctionnements. Si on leur explique les choses, s'ils comprennent pourquoi, ils sont tout à fait capables de mettre en place les choses. Je pense qu'il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais c'est aussi qui va se charger d'être dans cette proposition-là, d'éducation, de pédagogie à tous les niveaux, et de mettre en place ce qu'il faut aussi pour que quand on arrive à la montagne, ce ne soit pas forcément les bergers qui se retrouvent dans cette situation, parce que je pense que c'est compliqué d'être dans cette position, que c'est peut-être pas leur travail, qu'ils ont peut-être besoin qu'il y ait des gens qui les épaulent sur ça aussi. Voilà. On va peut-être donner la parole. Je sais, j'ai vu les mains qui se levaient. Peut-être Cécile, on va passer à la thématique suivante. Attendez, on va passer à la thématique suivante. Et comme on parlera aussi du multi-usage et peut-être plus élargi que l'agro-pastoralisme, vous voulez la parole? Je vous la donne. Oui, de résumer. Mais est-ce que c'est sur cette intervention? Oui, mais prenez la parole. Prenez-la. Vraiment 3 minutes. Dans toutes les gens qui se promènent en montagne, la plupart du temps, ils ont des applications, ils ont des guides. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de contacter toutes ces applis, de contacter tous les guides pour que préalablement, il y ait une charte de bonne conduite
qui soit explicite. Ça ne veut pas dire que les gens vont le suivre, mais le fait, par exemple, d'avoir un chien en laisse, les gens ne comprennent pas forcément pourquoi. Qu'il y ait juste une demande qui soit faite aux applis et aux guides, enfin, je sais pas, suggestion. Oui, mais c'est de toute façon la thématique dont on va parler juste après aussi. Mais vous avez raison d'insister. Uste dut ondoko gaiari ontsa lotia giren, bilduma tipi bat egiteko aitzinekoan, beraz laborantza eta artzaintzgoari buruz, oak batzu ala ere azken ogoi urtetan artzain gutxiago badela, baina abere gehiago. Artzainak berantago goiti abian direla. Gogoeta ezote da, eta bestaldi batzuen nako igortzen dut, ezote da galdera hau, artzainak, laborariak dirustatzen dira bakarrik beren artzaintzko azkuntzaren mozkinetarik. Eta huartzen gira berzalde zonbat lan egiten duten gure eremuetan, gure mendian, zer litzateke, zer bilaritaike eskual mendia, laborari eta hartzainik ez balitz. Baina orai hor hartzen gira, ala ere, eta antxonek errandu, abere gehiago doble behar dela, diru iturri edo hilabete sari beraren lortzeko. Beraz, galdera hori, bada pausatu behar dugu eta landu behar dugu ondoko hilabetetan eta gure mendi proiektuan, nola laguntzen alditugu laborariak beren ofizioaz, beren lanbideaz ongi bizitzen, horroituz beren lanbidea ez dela bakarrik hazkuntza, baina ere gu denen mendia hartatzea eta hobetzea, hori galdera. Eta beste galdera bide bat, hezkuntza eta transmisio galdera hori. Transmisioa eta hezkuntza jadanik laborari eta hartzainen artean. Aipatu ditugu mendietako suak, gure arbasuek, eta nik enitzaldi zentzu dut aitatxi, hori aipatzen lehenago, belaunaldiz belaunaldi erakusten zuten suaren zartzen, suaren kudeatzen, suaren zaintzen eta auzuen artean egiten zuten lan hori. Hori galdu da. Nola berriz hori bildu, mendiaren erabilera galdu da, gure artean berean, ez bakarrik hiritarrekin, eta beraz nola sartzen dugun hezkuntza lan hori. Eta beraz, horrek berak eremanen gitu hirugarren gaiera, hainitzek erabiltzen dugu mendia, helburu desberdinekin, nola kudeatzen gira elgarrekin, eta nola atxemaiten dugun elgarrekilako oreka bat, ez elgarren kontra bizitzeko, baina elgarrekin bizitzeko mendiuntan. Voilà, donc on va regarder quelques petites vidéos et on a commencé à parler de conflits et de cohabitation en montagne, des usages, et donc on parlera, bien sûr, on reviendra certainement sur l'agropastoralisme, mais des autres usages en montagne. Soiten ditugu bideo txikiak. Borti-Kayak est une association basée à Mauléon, une association de randonnée en montagne. Elle existe depuis 1980. Elle porte aujourd'hui le projet de réhabilitation et de valorisation de 3 caillolards. Ici, vous êtes en présence du caillolard Dol Hadubi, en cours de restauration. Donc, ce projet a un volet sauvegarde du patrimoine, puisque chaque caillolard est restauré à l'identique, c'est-à-dire que les murs resteront en pierre, les pierres seront jointées et le toit seront en bardeaux. L'intérieur restera comme il était auparavant, présentera les saloirs, les casiers, la cheminée et un banc, une table. À côté du volet sauvegarde du patrimoine, notre projet a également un volet social
puisque les travaux sont effectués par l'association d'insertion Interface de Mauléon. Le troisième volet de notre projet est environnemental, puisque le caillolard d'Olhadubi abrite une colonie de chauves-souris pendant la belle saison. Donc nous avons le projet de leur faire un petit abri, un petit hôtel. Et enfin, le projet a un volet économique, de valorisation. D'abord en incitant les personnes qui visiteront le caillolard, d'aller également visiter le caillolard d'Ardacochia qui se trouve à 3/4 d'heure de marche par le GR10, caillolard qui est occupé l'été par les bergers qui fabriquent leur fromage. À terme, ces caillolards seront des abris gratuits pour tout randonneur ou usager de la montagne. Nik lehen gauza nahi dut memento goxo bat pasatu lagunekin, urri guziz bezala. Bon, eta ze iztazten duen usua albalima da, biligago eta laudetako txea. Enetako mendia tipitik duzu labontxai lotuik, enaetetamak laboai behitia, eta bortuka egiten dugu urtoz. Eta voilà, eta ebai hoai handiton duen udan eta hola ebilten duzu haste buez, voilà, justo turistagiz edo bortiaz profitatzeko. Nik pratikatzen dut hola, piskat mendian erailiz, aitamak laguntzen hola batzuetan zaldien edo ere maiten mendira, eta ara. Ni sortian niz hartzain familiatetan, eta uda guziz abian gira mendirat, goitik gure ardiekin, gure artaldearekin, 6 hilabetez, eta han gasnatzen dugu, eta gure bigarren etxea da, piskat. Han pasten dugu uda guzia. Bon, elle évolue beaucoup, la montagne elle a beaucoup évolué, il y a moins de pastoralisme, donc forcément tous ces chemins qu'avant on empruntait sont plus praticables, donc ça devient un peu problématique pour faire certaines randonnées qu'on faisait avant. Du coup forcément les endroits la nature a repris ses droits, donc la forêt reprend. Donc dans certains cas c'est positif parce que ça va ramener beaucoup d'animaux sauvages, ça fait des endroits refuges qui n'étaient pas avant. Mais pour d'autres, notamment le tourisme qui est en train de se développer, ça devient assez complexe à gérer parce que la montagne, bon, moi je connais la Soule beaucoup et elle n'est pas forcément préparée au tourisme et c'est aujourd'hui ce qui pousse très fort et au détriment de beaucoup de choses, donc du pastoralisme aussi, qui est un peu en retrait et qui est pour moi nécessaire à l'entretien de la montagne. J'aimerais que les paysages restent préservés. J'aimerais aussi qu'il y ait une meilleure cohabitation entre ceux qui viennent occasionnellement et ceux qui travaillent exclusivement avec la montagne, qui est plus de civisme, on va dire, qui est moins de déchets, que le tourisme aussi soit plus respectueux de l'environnement, qu'on laisse aussi les agriculteurs faire leur travail et qu'il y ait une certaine cohabitation, que tous les publics puissent cohabiter l'espace dans la montagne dans le plus grand respect. Voilà. Et j'aimerais qu'il y ait une incitation à la transhumance et vers des pratiques plus agro-pastorales, enfin, en faveur de la montagne. J'aimerais qu'il n'y ait pas trop d'urbanisation comme on le voit en Côte d'Azur ou comme sur le littoral ailleurs. J'aimerais que ça reste un cadre préservé, comme un lieu protégé où on puisse profiter, le public ainsi que les animaux, enfin, d'un
d'un territoire préservé de toute nuisance sonore et visible. Bon, voilà, divers points de vue. On a commencé avec Bortucalia, comme je n'ai pas du tout entendu Julie Abadi, Julie de la ferme Waldia, peut-être pas seulement sur l'aspect de l'insertion sociale, à travers des projets de réhabilitation ici de Cayolar et autres, mais d'abord tu la pratiques la montagne, tu as quel rapport avec la montagne quand on habite à Hasparren? Justement, c'était la question que je me posais un peu, parce que nous, à Hasparren, on n'est pas en zone montagne comme on peut le penser. Et d'ailleurs, quand je dis à des gens qu'Hasparren c'est une zone montagne, ah bon? Oui, ben oui. Il y a l'Oursouya quand même. Et moi, la montagne, par contre, je la pratique en randonnée aussi, pas du tout. Donc, c'est ça que je trouve hyper intéressant, un endroit comme ici, c'est qu'il y a des gens qui viennent de partout, il y a des bergers, il y a des... en fait, je connais un peu tout, de par ma vie aussi d'avoir grandi dans une ferme, même si mes parents avaient des vaches. Mais voilà, le fonctionnement de berger, je connais. Le fonctionnement de randonnée, je le connais parce que du coup, je randonne. Et la montagne, je la pratique comme ça. Et tu l'aimes? Ah ben oui. Ah. C'est dur, mais c'est dur d'arriver en haut. Mais oui, voilà. Et du coup, je trouve intéressant, et en fait, je suis à chaque fois un peu d'accord avec tout le monde, et c'est ça qui est chouette. Alors, le côté pédagogie, bien sûr, d'expliquer et autres, mais aussi le côté insertion sociale à travers des projets dans la montagne. J'imagine que tu as été touché par... que tu connaissais déjà ce projet certainement, mais voilà, la montagne vue différemment aussi. J'ai pas compris. Par rapport au projet de Bortucaliac. Tu l'as vu au début des vidéos, il y avait ce projet de Bortucaliac qui retapait des caillolards avec une association d'insertion. Voilà. Pardon, j'avais pas compris que tu parlais de ça. Voilà. Et donc, du coup, quelle était la question? Non, peut-être que tu n'as pas peut-être de sensation particulière par rapport à ça. Oui, d'accord. Non, j'avoue que moi, du coup, c'est vrai que de mes petites lunettes, alors il y a plein de lunettes différentes, mais moi, mes lunettes, c'est vraiment l'insertion en tant que travailleuse sociale, en utilisant l'agriculture en support. Et après, c'est vrai que la montagne en elle-même, nous, ça fait pas vraiment partie, en fait, des sujets en fait qui me préoccupent, qui m'animent, ou qui me... par rapport à la plupart des personnes ici, quoi. Moi, c'est vrai que du coup, je suis tellement concentrée sur la partie insertion sociale que je suis pas... Je peux pas non plus me consacrer à ce type de sujet, quoi. Mais après, par contre, l'idée, je savais pas d'ailleurs, je trouve ça chouette, et parce que du coup, cette association d'insertion, je la connais à Moléon, mais parce que du coup, on n'est pas beaucoup de structures d'insertion sur le département, donc on se côtoie assez régulièrement. Et en fait, c'est bête, mais des associations comme celle-ci, ou comme la nôtre, ou comme d'autres, qui ont très souvent un support d'activité qui est l'espace vert, l'entretien des espaces verts, on est des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et du coup, avec des structures comme ça, on peut arriver aussi à faire avancer des activités économiques sous d'autres formats que vraiment de l'agriculture pure et dure, quoi. Champy, on a vu aussi un chasseur là, parce que la montagne, voilà, c'est quelque chose aussi pour les chasseurs, et oui, ça a beaucoup évolué aussi. Voilà. Ça a évolué, parce qu'on connaît Urepel, les Aldudes, sur Irati, la Palombe, dans les années 60 et tout ça, ça a apporté beaucoup de monde. Les hôtels étaient complets pendant la saison de la migration. Bon, la migration a changé, c'est plus la côte. Donc on a perdu ces chasseurs. Nous, les chasseurs, on travaille... bon, là, on a été sur Ilunatse, on a fait des lâchers d'Isar. On fait un suivi sur le cerf et biche. Il faut voir, on est demi-chasseurs entre la Soule et l'unité de gestion ici, jusqu'à Itsasu. 2000 chasseurs, ils se prélèvent en moyenne chaque année 600 sangliers. 600 sangliers, 800 chevreuils et 160 cerfs et biches. Mais là,
On voit sur Baïgori, Urepel, enfin voilà, la moyenne montagne elle est en train de se fermer. Donc on a de plus en plus de problèmes sangliers en Yonne. Voilà. Et on a de moins en moins de chasseurs. Mais il y en a beaucoup qui penseraient, mais pourquoi vous les prélevez? Mais pourquoi vous ne les laissez pas dans la nature? Ah, il faut voir les agriculteurs. Voilà, c'est les dégâts. On a à la Fédération des chasseurs, on est à 400 000 € de dégâts. C'est les chasseurs qui payent les dégâts aux agriculteurs. Ici, nous, on est rien, on n'a pas beaucoup de dégâts. Le peu de dégâts, c'est dans les vignes, que nous, on a dans la vigne. Bon, écoute, le chevreuil fait beaucoup de dégâts et il fait des dégâts au printemps, mais il perd 2 ans de récolte. Voilà, après sur la chasse. Bon, après, moi, j'ai double casquette. Enfin, j'étais l'un des fondateurs de Esqualred, association. Je reviens aussi. Il y a du monde à la montagne qui ne respecte pas, ou il y en a qui respectent. C'est un peu notre faute aussi. Parce qu'on a fait de la publicité, on a fait venir du monde à nous, quand on a commencé à Esqualred, en 2002, on était 200 concurrents, il y avait 200 coureurs. Là, cette année, je crois qu'ils étaient 3000, je crois. En 2008, ouais, 3000 coureurs. Ça fait du monde à la montagne. Au printemps, l'hiver, l'automne, ils viennent s'entraîner. Et moi, je vois, moi je ne chasse pas en battu, je chasse juste la bécasse et le renard. Mais quand je vois les années à venir, ça va être compliqué de faire des battues en montagne. Parce qu'il y a du monde partout. C'est compliqué. Après, il y a une communication à faire. Le chasseur, il est pas tout, mais avec les réseaux sociaux, le chasseur, il est mal vu. On voit un gars tirer sur un sanglier comme ça, il suffit qu'il y ait une photo de fête et tout ça. Et moi, je vois sur une partie bâtique, mais j'ai des copains qui chassent à Sarre et tout ça. Jusqu'en novembre, décembre, ils ne veulent pas chasser sur la rune parce qu'il y a trop de monde, c'est trop dangereux. Il y a trop de risques. Et encore une fois, le besoin de pédagogie, d'information, de conscientisation. C'est la communication. Voilà. Claude, tu as demandé la parole et après Bruno. Attends, Claude avait demandé avant et après Philippe. Vous levez le bras et je vais essayer de respecter les... Voilà, ok, Peyo. C'est un peu en lien avec tout ça. Je voudrais dire que, en fait, j'ai l'impression qu'on a peur de dire un mot. La montagne en Pays Basque, c'est notre culture, tout simplement. Et je crois que quand on voit qu'on est en train de parler des touristes ici, on ne parle pas du tout de ce qu'on vit, nous. Et c'est pas assez, c'est pas normal tout ça. Autrement dit, on est en train de perdre, en tout cas, de voir ce qu'est la montagne. Pour nous, c'est une montagne vivante. Il faut à tout prix revenir à dire aux gens ce que c'est la montagne, aux gens d'ici, et puis au tourisme s'il le faut. Je veux dire par là, c'est pas le principal pour moi. J'ai parcouru le Pays Basque pendant 40 ans. J'ai travaillé beaucoup avec les enfants, avec les adultes également, pour dire ce que c'est que le paysage, mais également la manière de vivre. Les enfants le comprennent, c'est sûr, mais ce n'est pas suffisant. Et il faut peut-être aussi se rappeler qu'il y a dans nos bibliothèques des tas de choses qui racontent l'histoire de la montagne ici en Pays Basque, avec des choses extraordinaires. Et ça continue. Il y a des choses qui ont été faites ici, on ne le connaît pas. On a travaillé avec toutes les provinces du Pays Basque sur des thèmes comme ça, qui permettent de comprendre ce qu'ont fait nos ancêtres et comment on a évolué jusqu'à présent. Donc tout ça, ça fait partie aussi de ce qu'il faudrait faire connaître pour tout le monde, quoi. La culture montagnarde à mettre dans les projets pédagogiques. Voilà, j'ai compris. On va continuer avec Bruno Iribarne et puis on va surtout donner la parole maintenant à ceux qui l'ont demandé, bien sûr, mais aussi j'aimerais entendre ce qu'on n'a pas entendu. Alors, on a à peu près une petite heure ensemble à finir. Donc, entre les deux dernières thématiques, tout le monde prendra la parole et vous nous direz ce que vous ressentez. Bruno, Ergala ici aussi. Merci d'être bref, reprendre beaucoup de choses qui ont été dites. Je suis content de voir qu'on approche des sujets un peu épineux, en particulier celui qui concerne la cohabitation. Il y a de multiples exemples qui ont été donnés. Et c'est vrai que
le comportement, la fréquentation en montagne, toute montagne confondue, a beaucoup changé ces dernières années. Mais ce qui a beaucoup changé, surtout, c'est que les comportements et la fréquentation beaucoup se sont accentués. Mais à côté de ça, on a fait peu de choses. On a fait peu de choses, pourquoi? Parce que ça manque de concertation. C'est vrai que ça va très vite, mais ça manque de concertation entre les divers usagers, entre les responsables, par exemple d'Estive, de municipalités, etc., et d'autres acteurs, et d'autres représentants d'usagers. Je pense qu'il est urgent, il serait urgent de mettre en place, c'est déjà le cas, hein, il y a des chartes, etc., mais il me semble que c'est une opération de longue haleine. Si ça pouvait se faire en un claquement de doigts, ça serait déjà fait. Mais malheureusement, j'ai peur qu'on confonde le claquement de doigts et attendre et se projeter sur un temps. Non, ça va très 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 vite. Et si on veut éviter certains problèmes, il l'a évoqué éventuellement avec la cohabitation entre les chasseurs sur une période de l'année avec les chercheurs de champignons, le marcheur, le cycliste, l'automobiliste. C'est très 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 complexe, mais moi ce qui me semble surtout, c'est que c'est la concertation pour avancer. C'est-à-dire qu'il va falloir faire, beaucoup d'usagers devront faire des concessions, et il me semble qu'il faut avancer très 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 vite si on ne veut pas éviter que ce soit effectivement la pagaille. Moi j'ai juste envie de rebondir en disant il faut, mais nous, chacun à notre niveau. Toi par exemple, je sais, Justin, je lui pose la question, mais Bruno, que tu aimes la montagne, tu la pratiques et tout ça, est-ce que toi par exemple, tu peux être un des maillons pour aider à cette concertation, à cette explication de cohabitation, j'ai entendu. Hein. Est-ce que chacun d'entre nous, là, aujourd'hui, on est là, nous, de nos tripes, là, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on attend que ça vienne d'ailleurs? Ou est-ce que chacun d'entre nous, et toi, j'imagine qu'à ton niveau aussi, tu fais des choses? Tout à fait, c'est-à-dire que voilà, je dis ça, c'est valable pour tout le monde, tous les gens que la montagne intéresse, et Dieu sait s'il y en a. Il faut arriver, je suis prêt comme beaucoup d'autres ici. On a déjà eu le cas, je donne l'exemple sur l'organisation du Route-Rail, où on a eu un certain nombre de soucis soulevés par des éleveurs, et avec le gestionnaire de l'Estive, pour l'instant, on a trouvé, il semble-t-il, une solution, mais elle s'est faite par la concertation, ça a été un peu âpre. Voilà, il y a des concessions. Être au cœur de la concertation. Voilà, je pense qu'il faut passer par là, mais il faut surtout faire vite. Ok, qui prend la parole? Alors, Philippe, Payot après. Et après, 2, 3, voilà, Pierre. Moi, j'aimerais rebondir un petit peu sur tout ce qui a été dit. Je dirais que le maître mot, c'est le respect. C'est vrai que, comme l'a dit Sébastien, quand on va en montagne, on est chez quelqu'un, où que l'on soit. Donc à partir de ce moment-là, il y a des règles. Et ensuite, au niveau de ce multi-usage, c'est vrai que le problème, c'est que ce sont surtout, moi je suis confronté à ça, ce sont surtout les locaux qui sont moins respectueux des règles que les touristes. Parce qu'un touriste, il vient, vous lui expliquez pourquoi il faut faire ça, il ne veut pas de soucis, il le fait. Les locaux, ils nous envoient chier. Oui. Moi je veux raconter juste une petite anecdote. On fait de la médiation en montagne, notamment via le service montagne de la CAPB. Et on a participé à la formation des Baïgourako Messoula-Diac. Donc ça m'arrive de faire des sorties avec des groupes sur le Baïgoura. L'année dernière, j'accompagne un petit groupe de gamins de Cambo. On croise un couple qui court avec un chien non attaché. Donc je dis, monsieur, vous êtes à l'espace pastoral, gna. Alors quand il m'a vu, bonjour, avec un grand sourire, dès que je dis ça, il fait la gueule, il s'en va. Les enfants me regardent. On continue notre balade, il finit sa course. Je dis, votre chien, il n'est toujours pas attaché. Bon, il m'a limite insulté, et moi j'ai les gamins qui étaient à côté, ils me regardent, ils me font « Monsieur, il vous a même pas écouté ». Je leur ai fait tout un blabla avant aux enfants. Alors au final, je me suis dit, il y a un couple que j'ai pas réussi à sensibiliser, ou en tout cas... C'est ça, mais tous les enfants, tu as réussi. Tous les enfants, bon, alors c'est gagné. Donc, je me dis qu'au niveau des enfants, effectivement, c'est gagné, mais au niveau des adultes, essayez, parce que je pense qu'on a tous une légitimité à expliquer aux gens. On ne fait pas de la police, on leur explique juste le pourquoi. Mais essayez, vous verrez, allez, on va dire dans 90% des gens, les gens, ils vous voient, ils vous disent bonjour avec un grand sourire. Dès que vous essayez de leur expliquer
Ben, votre chien, c'est parce que c'est surtout ça le problème, votre chien n'est pas attaché, attachez-le. Alors, les 3 quarts du temps, ils vous ignorent et ils font la gueule et voilà. Donc la pédagogie, on l'a fait, mais c'est pas toujours... Enfin, avec les enfants, ça marche, avec les adultes, c'est un petit peu plus dur. Peyo? Alors, Peyo Guélo, je suis à Indar Développement et je suis accessoirement président d'une association de tourisme équestre. J'ai d'autres regards à vous proposer, j'ai pris quelques notes qui pourraient nous servir, puisqu'il y a quelques années, au moins... Qui pourraient nous servir, qui pourraient à tous, nous servir à tous, puisqu'il y a plus de 5 ans, tous ensemble, on est au forts. Parlement de Navarre, il y avait un plan montagne, et on a discuté pratiquement des mêmes choses. Je pense qu'il serait essentiel, là, de pouvoir se tourner vers les services du conseil départemental, parce que la problématique qu'on a ici au Pays Basque, c'est la même sur le Béarn, et ça serait bien de s'en inspirer, parce que ce plan montagne, il a duré 4 mois, à raison d'une réunion tous les 15 jours sur 4 thématiques différentes. Hier, j'étais à l'Assemblée Générale de la ADT, donc c'est le tourisme départemental. J'ai une information à vous donner, parce que celle-ci aussi, il faut la prendre en compte. On ne se rend pas compte, mais qu'avec tous les portables, tous les GPS, apparemment, il y a une problématique qui va être soulevée sur l'impact carbone. Tout ça, ça a été chiffré. Donc, il faudra peut-être y penser et en parler. Mais toi, ça t'a touché, ça? Tu t'es dit, demain, je ne vais pas aller à la montagne avec je vais laisser le portable à la maison? Le problème, c'est qu'on nous impose de... Mais vous allez sur... vous n'avez pas de GPS? J'ai dit non. Moi, je connais l'environnement, j'y vais comme ça. Je n'ai même pas besoin de carte, parce que je sais où je vais. Mais je comprends très bien que la plupart des utilisateurs des massifs différents sont tous équipés de GPS et de téléphone portable. C'est comme ça, c'est la sécurité. J'avais également quelque chose à vous soulever, parce qu'il y a aussi à prendre en compte, puisque moi je suis un homme d'entreprise, quel est le retour de l'impact de l'utilisateur de la montagne sur le plan économique. En général, les populations grossissent sur la côte, on consomme de la montagne et on laisse... Quelle quote-part on laisse sur la montagne et sur les utilisateurs, enfin sur ceux qui vivent de la montagne. Ça, c'est aussi à prendre en compte. Et également, sur la cohabitation, on en a parlé un petit peu, mais quand je vois qu'il y a des cohabitations qui sont difficiles maintenant, on a vu quand même qu'il y a eu quelques soucis dans les Vosges entre les VTT et les activités de marche. Vous avez vu les pneus crevés, etc. Je vois que sur Saint-Martin-de-Rossas, j'ai vu plusieurs panneaux marqué VTTiste, modérez votre vitesse. On n'est pas du tout dans la même destination. Il y a des gens qui font de la destination avec des défis sportifs et d'autres qui sont plutôt dans la découverte. Nous, en tourisme équestre, on fait de la découverte, de la promenade et en général, on essaye de trouver une étape chaleureuse le soir. Dernière chose, on en avait parlé, cher ami directeur, il y a quelques années, en conseil de développement, tu étais tout jeune. Tu nous avais dit qu'on aurait par la suite, en termes d'accueil de nouveaux métiers, une nouvelle population qui viendrait dans nos montagnes et dans nos paysages, et surtout sur nos secteurs territoriaux, avec des chercheurs, des techniciens qui travailleraient sur la faune, la flore. Et donc c'était une aspiration de nouveaux métiers à haute valeur ajoutée. Alors je ne sais pas si le dossier est toujours en place. Ça te dit quelque chose ou pas? Ça me rappelle, mais c'était tout petit. Ça te rappelle? C'était tout petit. Bon, voilà, j'avais terminé. Merci Peyo. Tu veux rajouter quelque chose, Philippe, ou non pour l'instant? Quelqu'un? Oui, Régis, je voulais te donner la parole justement, et après, Arnaud après. Oui, Arnaud aussi qui n'a pas pris, pardon, j'ai pas vu, Barcus, j'aimerais bien, Maïté, Ayer, oui, je vous donne la parole à tout le monde. Allez, Régis. Voilà. Pour commencer, je voudrais corroborer un petit peu ce que disait Claude tout à l'heure par rapport à la dimension culturelle. C'est vrai que la montagne est le réceptacle de vestiges culturels qui sont liés à nos racines et à notre culture. Et malheureusement, une quantité de gens passent à côté de Cromlech et vont s'en servir pour support, pour pique-niquer, sans savoir ce que ça représente. Lorsqu'il y a eu des fouilles, notamment le Cromlech de Arsamendi, à titre d'exemple, il avait été mis un panneau explicatif
Et bien ce panneau, quelques jours après, il était criblé de balles. Ça prouve bien quand même une animosité des choses complexes par rapport à cette pédagogie-là. Mais en même temps, je me porter aussi une dimension d'espoir parce que j'ai eu la chance, comme tu l'expliquais tout à l'heure, grâce à l'Odura et la CAPB, l'appel à candidature, à faire de réaliser une sculpture au départ d'un sentier de rando à El Sarousé. Et cet œil qui se figure, l'œil de la montagne, et qui nous dit Cachou, on vous observe, ne faites pas n'importe quoi. Alors je fais confiance à l'être humain, et je sais bien que la bêtise fait partie de la nature humaine, il faut faire avec, on fait tous avec ce qu'on peut. Mais je pense que parfois, il y a des éléments artistiques, parce que je pense que l'artistique s'adresse directement à notre âme, et bien ces éléments artistiques qui sont là et qui figurent une certaine expression vont engendrer une réflexion. Et cette réflexion-là, je pense qu'elle fait partie d'une intelligence que chacun a en soi et qui peut peut-être, en abordant par ce biais-là, peut-être amener à réfléchir au comportement que les gens peuvent avoir vis-à-vis de la montagne et du respect de ceux qui la pratiquent et de ceux qui la vivent. L'expression artistique au service de la cohabitation aussi quelque part, et de la sensibilisation et de la culture montagnarde dont tu as parlé, Claude, aussi, quand même. Et à réveiller cette réflexion que chacun peut avoir avec lui. Ok, alors on va donner un peu là-bas la parole. Maïté, tu veux demander? Allez, Maïté. Oui, des femmes aussi, il nous faut. Voilà, allez. Moi, juste, tu peux te lever, juste dire d'où c'est que tu es, juste pour qu'on ait cet éventail géographique. Voilà. Maïté Aliratique pour le blé, Sibanglo. Voilà, moi et agricultrice aussi, paysanne. Alors, moi, la montagne, on l'a utilisée, on l'utilise toujours, mais on reste pas au Pays Basque, voilà, parce que on va dans les Hautes-Pyrénées. Bon, ça fait maintenant 16-17 ans qu'on y va. C'est la haute montagne, c'est pas pareil, mais je pense que c'est différent. Voilà, là-bas, il n'y a pas de route. Voilà, on est obligé d'être soudés, avec les gens du coin, parce qu'on en a besoin. On a besoin des chasseurs aussi. Souvent, ils connaissent souvent très très bien les coins, les chasseurs. Même au village, je vois les chasseurs, ils connaissent des communaux comme personne, quoi, vraiment, quoi. Donc, je rebondissais sur quand on était jeune aussi en Soule, je dois Mortu-Kayak, c'est bien d'avoir remis, parce que c'est des caillolards qui tombaient, quoi, vraiment, quoi. Et il y a quelques temps, j'ai été là où on allait avant, à la Pierre Saint-Martin, mais ça m'a fait, voilà, c'est devenu un refuge, mais ça m'a fait chimicobat, un pincement quand même, quoi, parce que c'était quand même une cabane qui était utilisée et on allait à tour de rôle, quoi, et on faisait le tour, voilà. Donc c'était ça quand même, voilà. Mais c'est mieux ça que rien du tout et que ça tombait en ruine, quoi. Après, l'utilisation de la montagne, c'est sûr que les fermes, on est de moins en moins dans les fermes, quoi, donc obligé. Mais je suis aussi, les politiques publiques font que aussi les façons de faire, ça a été dit déjà, sont différentes. Donc Arsangois, vraiment être berger, ça s'improvise pas, quoi. Savoir où faire nettoyer les endroits et tout, bon voilà. Chaque fois qu'on a pu prendre, nous, des jeunes, on les a pris aussi, et c'est chaque fois du gardiennage, quoi, aussi. Dans les Hautes-Pyrénées, c'est pratiquement obligatoire, parce qu'il faut quelqu'un vraiment sur place, mais ici aussi, il y a quand même, je pense que, ça s'est perdu, mais parce que ça s'improvise pas, quoi. Il faut l'apprendre aussi, quelque part, quoi. Voilà, il faut qu'il y ait cette transmission, qui peut être cassée aussi, voilà. Et on dire aussi que les politiques publiques, entre autres la PAC, a fait beaucoup changer les choses ces dernières années, et il faut des règles aussi au niveau des syndicats de vallée. C'est déjà en train de se faire, que ce soit au Stibarré, Gadassi ou au Chibélois. Il y a quand même des règlements pour que la bonne entente entre tous les gens qui utilisent la montagne. Pierre, merci Maïté. Attends, on va donner à Pierre qui avait demandé la parole, et puis après Barcochet. Non, Pierre, vas-y.
Non, bon, Pierre Rigoin, je suis d'Ispour, ancien maire d'Ispour. Je suis resté 30 ans délégué à la commission syndicale de CISE. Donc, je connais un petit peu le problème de la montagne. Je suis d'origine agricole, parent berger, aérosaté. Et moi-même ayant travaillé dans le milieu agricole. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, des choses vraies, et il n'est pas question de contester ces choses-là. Des choses très importantes qu'il faudrait faire savoir. Alors, tout à l'heure, tu disais qu'est-ce qu'il faudrait faire. On est venu ici surtout, et je pense que ce qui a été dit ici, je ne sais pas si ça a été enregistré ça, mais que ça va être diffusé. Une chose très importante qu'a dit le berger de Larron, c'est que les montagnes ne sont pas des lieux publics au sens qui est ressenti, je pense, par des gens qui viennent de l'extérieur. Que ces montagnes soit sont à des communes, soit à des groupements de communes type syndicat de vallée, et que les gens, il faut qu'ils sachent qu'ils sont dans des lieux privés. Ça, c'est une chose importante. Bon, alors, tout ce qui a été dit sur les chiens qui attaquent, tout ça c'est des choses vraies, on ne peut pas les nier, elles sont là. Qu'il faut les garder en laisse, moi je dis jusqu'à un certain point. J'ai d'excellentes relations avec les bergers, mais je voudrais aussi rajouter une chose, c'est que en tant que membre du syndicat de Valais, j'ai connu les problèmes qu'il y avait, et on avait à résoudre beaucoup plus de problèmes entre bergers que des bergers à l'extérieur. Et j'aurais des anecdotes à raconter. Non, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Qui sont pas tristes. Non, pas aujourd'hui, parce qu'il y en aurait pour l'après-midi. Elle n'est pas triste. Et c'est le berger qui attaquait plus le truc de... Bon. Alors, les chiens qu'il faut garder attachés, jusqu'à un certain point, je suis totalement d'accord. Mais d'abord, je pense que les chasseurs et la plupart des gens qui se baladent à la montagne, le soir, ils ont leurs chiens attachés chez eux ou dans des chenilles. Je serais curieux de savoir quel est le nombre d'agriculteurs et de bergers qui ont un chenil chez eux et qui le soir rentrent les chiens dans le chenil et qui les sortent le matin comme les chasseurs pour aller à la chasse, comme ils en ont besoin, je suis tout à fait d'accord. Ils sont en train de divaguer. Ce n'est pas plus tard que la semaine dernière, je suis arrivé de nuit, assez loin, et j'ai vu à 8 km de chez moi, j'habite à Ispour, à Lacar, 2 chiens qui m'ont traversé devant la maison, devant moi. C'était 2 chiens, je ne sais pas comment ils s'étaient fait pour réunir, je les ai reconnus, j'en ai reconnu un, et c'était le chien d'un voisin, d'une ferme, et je lui ai demandé à qui pouvait être l'autre, j'ai décrit le chien, et c'était le chien de notre voisin. Ils étaient Ispour à Lacar. Eh oui. Bon. Donc ils n'étaient pas enfermés, c'était 2h du matin. Voilà. Allez. Et, donc pour dire, alors donc ça, et donc c'est vrai qu'il faut les attacher, alors il y a une information à faire passer, comme a dit Bruno, il y a un manque d'information maintenant. Je suis en train de me balader avec mes chiens, souvent sur la Radoy ou même en montagne. Tu viendrais me dire de les attacher, et tu verrais si je t'enverrais promener. Alors que là aussi, il y a de la pédagogie à faire, Pierre. Oui, tout à fait. Allez, il y en a d'autres qui demandent la parole. Il y a des choses qu'il faut dire et qu'il faut faire surtout savoir, des choses très importantes qui ont été dites ici aujourd'hui, mais il faut dire le tout, quoi, et le faire savoir. On a bien entendu. Barcus a demandé, juste à côté, je vais lui donner la parole, je vais lui donner la parole, ne vous inquiétez pas. Nicole Barcouchek, euskaz hasten dit eta gero frantsez. Bai. Bon, moi j'aime la montagne. J'aime la montagne habitée, donc habitée parce que et pour le coup je me sens vraiment invitée quand j'y vais et que je me sens invitée et pour moi le premier mot c'est je respecte ceux qui en font ce qu'elle est, c'est-à-dire les paysans, les bergers, les agriculteurs. Donc pour moi s'il y a un point essentiel c'est celui-là et c'est cette défense-là qui est prioritaire. Ensuite il y a quand même la question des usagers. Et sur la question des usagers, il y a une chose qui me gêne, c'est celle de la surconsommation de la montagne. Elle me gêne tellement qu'au point, il m'arrive parfois de me auto-censurer pour aller sur des endroits. Olsarté, juillet, août, j'ose même plus y aller.
Je me dis, mais ils font quoi les Larringtards de tout ça en fait? Voilà, ça c'est un exemple. Mais et je l'ai cette réaction-là sur beaucoup d'endroits. Et donc quand j'y vais, j'essaie d'être le plus discrète possible. Et alors là, je vais revenir sur la question des usagers et peut-être que je vais lancer un pavé dans la mare. Mais il y a des années où la montagne, on appelait de la montagne sociale. C'est-à-dire qu'on se débrouillait pour que les classes les plus défavorisées, elles puissent aussi profiter de ce joyau qu'est la nature, qu'est la montagne, les animaux. Et il me semble que maintenant, ceux qui la pratiquent, c'est encore une question, c'est un peu d'élitisme quand même. C'est certaines classes sociales quand même. Et qu'encore les plus défavorisés, les plus éloignés de la nature, ils n'y sont toujours pas. Et donc en fait, on a quand même, vous voyez, et on a une surconsommation, mais en même temps, c'est un peu toujours les mêmes, et on a les plus défavorisés qui n'y sont vraiment pas du tout, et qui ne connaissent pas cette chance-là de ce rapport à cette nature. Et, voilà, c'est juste ce petit point de vue-là. Donc, je fais le lien avec la pédagogie. J'en entends parler par ceux qui font AVCPIE, d'autres organismes. Et oui, là, il est essentiel, et ce qu'on peut faire avec les enfants et certaines classes sociales, il y a aussi là une question d'avenir. Vous avez demandé la parole. Là, la pile commence à faiblir sur le chef. Je vais faire vite et je sais que je n'ai pas été briefé pour faire le lien avec la présentation qui vient, mais moi ce qui m'étonne c'est que jusqu'à présent on n'a pas entendu le mot de commun en parlant de la montagne. Je sais vais qu'on lui va donner la parole. Oh oui. Mais moi je pense qu'il faut, notre défi c'est d'arriver à trouver un commun qui soit inclusif et ouvert. J'ai un peu peur d'un commun qui vienne avec toute une hiérarchie de légitimité par rapport à l'usage de la montagne. Et j'entends bien sûr, le monde agricole, j'entends bien qu'il y a des propriétés, il y a des aspects fonciers, etc., qui font qu'il y a un syndicat, qu'il y a des propriétaires privés, etc. Mais malgré tout, la situation a évolué, on ne peut pas, enfin moi habitant sur la côte, c'est vrai que j'ai d'instinct, et je pense beaucoup, on voit la montagne comme un lieu incommun aussi, auquel on a aussi une légitimité par rapport à l'accès et à en profiter. Donc est-ce que le PNR peut nous aider à avoir une définition commune de ce commun? Sinon, là, je suis un peu inquiet de voir que ça va être en fait une lutte de légitimité. Voilà. Donc le PNR devrait, j'espère, nous aider dans ce travail-là. Mais il y a du boulot. Alors, il y a du boulot, et puis le PNR, ça sera après. Vous faites très très bien le lien avec... Arnaud, oui, c'est vrai, tu avais demandé la parole. Beñat, je me trompe toujours, mais c'est pas grave. Entre Beñat et Arnaud, tu me comprends. Barkat ou Beñat? Beñat. Voilà. Meniz interprofessionaire de Shailan d'un ordezkari gisa. Et je vais continuer en français, mais il y a beaucoup de choses qui ont été. Ouais. Et hastapenean erran duzu orkinela eta mendiaren gure mendia guria zela eta denena zela mendia. Uste dut hori eganez libertate mezu bat emeten dugula, normal dena, eta mainan egan behar da, ostien egan den bezala, mendia hastapenean pribatua dela edo kolektibitatena dela, eta horren ingurian pribatuek eman duztela eta beren eta responsabilitatea eta edo AFP, edo komisione, edo elkarte hainitzedi eta okupatzeko. Eta horren medioz errango du denena da behar ba, mainan gibilian badira eta nagusiakoa. Eta horien gibilian nahi dut erran alede ez da zer nahi egitelan. Libertate hori, aipatu da, hainitz zikin lekuak bazidera zikindiak eta ados, mainan badira ere manera batzu zikindiak, janezake deseteria batzu eginak, hainitz paper eta undarkin botaia delarik, horik nik egiten dut, egia zikintei bat dela, eta domaia da, zen badira laborariak zinez, hartzen joiten dilerari bena ardiekin, zinez mendiko bazkarekin dira beren eta moskina egiten. Eta bihar badakigu homeste arro kanbiamenekin izaiten dela leheno maiatzetik urgiran joetet ziren hartzainak. Ikusiz ze joan hasteko beroekin eta behar ba
Hortengo uda pasatia da, ez dakit behar bat ara ez trompatzen iz, baina gogoetak eman azten ditu, eta ardiekin joan azidelaik edo zuekabarekin joan azidelaik borturat eta ez badak baskarik, errango du behar bat, beharko da, baska ekarratzen aizan mementoat ez goiti, arrangura frango ekartzen da, eta uste dut, joetan ni laborariak tranquiltasunean joan behin kabelakin, denek behar dutela egin eta indarra bedek denek atxeman ezaten lekua. Eta enetzat, multizaz horrek, enetzat, denen dako lekua, izan nahin iztari, korrikalari, denentzat, eta me, dira talde haniz gogo eta frango egiten direnak, eta mainan komunikazionean partetik, usteko importanta da, libertate horren mezu hori pasaraztea, ez dela are libertate bat bai, mainan denak irrespetatuz. Beaucoup de monde à la montagne, mais à qui appartient la montagne? J'ai vu Julie que tu avais levé le bras, Sophie, Pierre, mais on va peut-être voir passer la quatrième partie. Gero ez da libertatea bakarrik, bada ardura ere. Erraiten delarik denena da mendia, da denen ardura dela, ez bakarrik libertatea. Non, peut-être on regarde les petites vignettes parce que je suis sûre que ça va recadrer. Voilà, hein, pour faire le pont avec la quatrième partie et qu'on ne déborde pas trop quand même. La sauvegarde de la manège tête noire, le travail autour de l'appellation d'origine contrôlée Osso-Irati, la préservation de l'image de la montagne suffiront-ils à installer de nouvelles générations de bergers sans terre? Pour Petya Nirola, berger expérimenté, il faudra aller plus loin. Artzaingoren gerua ere, uste dut, pixka bat laborantxaren itxurakoa da. Egun agian apalgune batekin, behar bada Europa mailan edo munduan zehar ikusten den konfiantzia eskas batekin. Uste dut artzaingoa, egungo artzaingoa bete-betean da hor ahangura batekin. Mendiok garbi barima dira, xentrak ono argi barima dira, kabalari esker da. Ez da niundik ere naturala, eta hori ez gira aski konturatzen. Beraz, artzaingoa geroa badu, baina geroa izanen du gazteak barima dira. Gazteak izateko ez da nahikeria aski izanen, beharko da ere mendia arduratzen den jendeak beharko du biziki egne ibili eta gogo eta sakon bat ere eman. Nahi eta bihar hartzain batek beharko du agian etxola bat, saro bat prestatua. Han plantatzeko, beharko du ere instituzioek beharko dute hartzaingoa onartu eta ohartu baitezpadakoa dela. Beraz horien guztien artean da hartzaingoa. Egun ekonomikoki uste dut hartzain bat bizitzen da, bizigira eta bizitzen alda. Hartzaingoaren beste aldea egun hartzain plantatzen dena ez da aberasteko niundik plantatuko, baina bizi molde bat da berezia. Eta hori da autua. Autu bakar hortatik gainatekoa eginen da. Ondaklan laborantza gazte batzu plantatu dira, gira bospasei bat azken 6 edo 7 urte untan plantatiak, ene adinekoak, pixka goiti behiti. Eta ala ere ikusten dugu beste herrietan edo laborantza idela tipitzen, eta gero mendiare idela gero eta gehiago zerratzen, eta zikintzen, sasienkin, gero eta gehiago oian, eta Natura 2000 aipatzen dute hemengo mendien dako dela, eta gu gira hemen bizi. Guk dugu bizi behar hemen mendien kilan, eta eginin ikusi zer zen, zer lege nahi zuten plantatu, edo zer laguntza, edo egin nuke deia, beden utzi mendia den bezala, ez den zerra gehiago, ez den zikin gehiago, ez den gehiago oianik, eta planta, baina ez den dena kambiature. Ez ginuken nahi jende batzu, legia pentsatu dutenak edo kanpotiak batzu, erran dezaten nola behar dugun bizi hemen. Eta gu gira hemen bizi, gu gazteak eta laborariak, eta gu dugu hemen bizi egin behar. La montagne basque, j'habite au pied, donc je la regarde tout le temps, tous les soirs. J'aime beaucoup, c'est vraiment un super cadre, j'adore. Mais en ce qui concerne la pratique,
ben moi j'y vais pas beaucoup, j'ai des potes qui vont faire la transhumance ou même comme ça ils vont au Caillolard, ils m'ont déjà proposé. Mais je sais pas, j'ai jamais été, j'ai jamais fait le pas d'y aller quoi. Donc ben en vrai moi ça m'intéresserait mais c'est juste que je connais pas grand monde qui y va. Donc y aller tout seul, ça me chauffe pas de ouf. Mais sinon, moi je serais pour y aller faire une petite rando comme ça entre potes, aller se poser tout en haut, faire un petit pique-nique, boire un coup, enfin, ça peut être vraiment super cool. Mais voilà, j'ai jamais fait le pas d'y aller quoi encore. Déjà tipidanik bortine bilten usu, banititzun aitani eta manik kabalik hania maiten zititzien, eta hor beti bilten usu, bortilat behien ikusteko, ardiak ebai ehan behitzia, eta usu bilten usu, maite dit bortia, paseatzen eta kabalien ikustia. Denena baita ez da hain errez, atera bide baten ukaitia. Nire ustez behar da partekatu, behaz untsa lanik antolatu, zinta izaiten aldira turistak, lekukoak eta izaiten aldira ibiltzeko edo laborantzan ari direnak. Behaz denak behar dute ulertu, nire ustez zer den bestearen lekua eta hori errespektatu. Nik lehentasuna emanen nieke mendiaz bizitzen direnei. Hori duda izpirik gabe, beraz hartzainei, egiazki betidanik mendia zaindu erabili duten horiei. Gero, karabanak nik hortik balitz programa bat ordenagailuan ezabatuko nituzke karabana guziak menditik. Mendira joaitea, nire ustez da merezi izan behar den zerbait ere bai, ez palin bada laneko. Beraz, mendira joan nahi dunak, joan da dira, bere zango ez, oinez, eta oinezkoen dako bai, ikusiko nuke mendia, baina ez nola nahika kontsumitze filosofia ikuspegi hortan. Horrek desarrainatzen hau biziki, eta beraz ikusten dut desitxuratzen eta mendia desmenditzen bezala ez palin badugu zaintzen zentzortan. Erranen dut alere eskolegiko mendiak politak dira, baina entrenitituak dira. Birten magira beste lekuetara, egoaldean bereziki Nafarroan esten ari dira, bada oian hainitz, ez dira berak. Beraz bizi dira, erranen du kabalak bat direla, eta mendi horiek bizi dira. Alpestan ere hola da, pixka bat, bada bizia menditan, beste lekueta ahiez eta beste lekuietan ahi lekuak dira gehiago, baina ez dira biziak, ez da holako bizirik. Nik hori atxemaiten dut eta importante atxemaiten dut ere, bizi hori egonda dira, bai etxoletan, jendeak, hartzaileak, hartaldeak, eta beraz, bai ibiltzaileak eta bai mendia baliatzen dutenak beharko dute holako horreka bat aurkitu. Voilà, encore beaucoup de choses et je pense que vous aurez envie de réagir entre ceux qui disent que ceux qui la pratiquent, la montagne comme Sébastien, c'est ceux-là qui la connaissent le mieux et qui n'ont pas envie d'avoir non plus des choses qui viennent d'ailleurs. Et puis on a entendu la question du partage, de l'équilibre, la cohabitation. Alors, priorité à ceux qui n'ont pas encore pris la parole. Alors, les jeunes d'abord. Tiens, le petit jeune là, il vous a inspiré là Ben oui, prenez le micro, j'ai envie de donner la parole à vous, allez. Bonjour, Johan, citoyen dans le Conseil du développement, hors jeune, 36 ans. Oui, par rapport à moi, allez. Alors, on parle beaucoup de montagne, de pédagogie, de pratique, mais on parle surtout en site en fait. Et moi j'aime bien, on parle souvent de pédagogie, puis on s'arrête là en disant c'est bien les enfants, avec les adultes c'est plus compliqué. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut vraiment savoir regarder c'est quoi en fait le travail pédagogique, la pédagogie. Et pour l'instant, on n'a pas trop parlé de la sensibilisation hors site. Parce que pour moi, on s'est dit la montagne c'est quoi? Pour moi, la montagne elle commence là où elle n'y est pas en fait. J'habite à Saint-Jean-de-Luz, je vais jamais en montagne, je la vois tous les jours. Et je pense que ça joue. Et tu l'aimes, et tu l'as envie. Et je l'aime, je regarde. Quand elle est blanche, je fais oh il neige. Quand je vois qu'il y a les nuages qui s'arrêtent, c'est beau. Je regarde, je m'arrête sur le parking, je regarde la montagne. Je suis à Saint-Jean-de-Luz. On parle beaucoup de Pays Basque entre mer et montagne, océan et montagne. Et je pense vraiment que c'est important pour tout ce qui est pédagogie.
Parce que le panneau à la sortie du parking « Tenez votre chien à l'aise », il ne marche pas. Il est informatif, il n'est pas pédagogique. L'art, c'est pédagogique. Et je pense que c'est très important, cette sensibilisation hors site. La montagne, on parle beaucoup du travail des éleveurs et tout ça, mais du coup, on le retrouve, nous, hors site, dans les produits. La qualité des produits, d'où ça vient, dans quelles conditions il est fait, etc. Je pense que c'est ça qu'il faut mettre aussi en valeur, notamment avec le PNR. Voilà. Oui, à côté, tiens. Allez. Bonjour à tous, moi je m'appelle Milano Lamestoy, je travaille comme Philippe dans un CPIE, donc ma principale mission c'est de faire l'animation avec des publics locaux, des touristes, mais voilà, c'est vrai que j'ai bien aimé quand des gens se sont rendus compte que les locaux aussi doivent s'approprier le patrimoine naturel et la montagne basque. Voilà, je pratique aussi la montagne plus côté archéologie. Donc là aussi, les locaux ont beaucoup de travail à faire parce qu'on a une grande richesse patrimoniale, mais peu de vrais Esqualdoun ou des gens du coin ne connaissent pas cette problématique-là. Ensuite, bon, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit là parce qu'il y a eu de très beaux échanges. Moi, ce qui me donne un peu du baume au cœur, c'est de voir le tissu associatif très important au Pays Basque. Donc beaucoup de gens qui s'impliquent tous les jours, soit dans le pastoralisme, la pédagogie, la chasse aussi. Donc on a la chance d'avoir aussi le conseiller de développement du Pays Basque, donc une entité locale qui donne un avis un peu sur les politiques publiques. Et je pense que, voilà, là on parlait du PNR, je pense que le PNR ça serait un outil de dialogue, de concertation pour tous les usagers, les acteurs de la montagne. Mais toi tu es déjà dans les cadres et tout ça, mais toi tu l'aimes la montagne? Non, je skie, ouais. Oui, tu l'aimes, voilà. Oui, moi j'aime beaucoup la montagne. Et tu penses qu'elle appartient à qui la montagne? Moi, à tout le monde, mais voilà, je pense qu'il faut faire avec les enjeux de chacun. Voilà, le pastoralisme, c'est vrai que c'est la grosse spécificité en montagne basque, mais je pense que voilà, il y a plein de corps de métier. Voilà, après, tout à l'heure, on parlait de la recherche en Pays Basque. Pour tout ce qui est patrimoine, côté Egoaldé, il y a une petite société qui s'appelle Arantzadi, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. C'est Baradi Alan, célèbre ethnologue, qui a lancé un peu cette société de sciences, qui réunit en fait tous les intéressés, les chercheurs de la montagne sur plein de problématiques, le pastoralisme, l'archéologie, l'ethnologie. Tu en fais partie? Tu t'intéresses à ces travaux? En tout cas, je m'intéresse à ces travaux. Et c'est vrai que là-bas, bon, c'est d'autres institutions, mais ils sont beaucoup plus structurés. Et bon, ils arrivent à toucher des grosses aides de l'Europe ou de l'État, en fait, de la région de la Navarre. Bon, c'est d'autres institutions, donc c'est pas comparable. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est un modèle qui pourrait se reporter côté Iparraldé. Voilà. Alors, Isabelle a parlé. La dame, peut-être? Ah oui, là, je donne la parole à tout le monde. Et après, tout ce qu'on n'a pas entendu. Parce que je me dis que si vous êtes là, vous n'êtes pas muette et que vous avez envie de dire quelque chose des tripes. Alors, Armelle Lagadec, là, je suis ici au titre de l'Interama Pays Basque. Alors, moi, la montagne, je l'adore. Je suis à l'origine plutôt de la mer, mais la montagne, j'adore. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, vraiment super intéressantes, notamment par rapport à la mise en commun des valeurs, en fait. Moi, des valeurs que chacun attribue à la montagne, à la façon de vivre. Et c'est vrai que je reviens un petit peu sur cette idée de PNR, bon, qui est un outil, bon, et les outils sont un petit peu ce qu'on en fait, mais c'est vrai que moi je pense que ça peut être un laboratoire d'expérimentation qui peut donner la possibilité, lors notamment de l'élaboration d'une charte, de justement mettre en commun ces valeurs et de faire une concertation, notamment une sensibilisation par rapport à tout ce qui est artistique et auprès de tous les publics qui soient dans le PNR, dans le territoire du PNR, mais également autour, c'est un petit peu ce qui a été dit. Donc voilà, moi c'est ce qui m'est venu à l'esprit en tant qu'outil pour pouvoir développer ces valeurs dans le respect, bien sûr, de tout le partage des personnes qui vivent dans la montagne et qui viennent l'utiliser. Vous la pratiquez? Vous marchez la montagne? Oui, moi je marche, oui, moi j'adore, hein. C'est super. Et puis de voir ces paysages, comme vous le disiez, quand on est en dehors de la montagne, quand on voit la montagne, et quand on est dans la montagne, qu'on voit ce paysage magnifique,
la mer autour, enfin bon, c'est fabuleux. Alors, Isabelle, je pense que la question des communs, elle a été posée plus d'une fois et tu as fait tout un travail autour de ça. Et derrière cette question, à qui appartient la montagne, mais pas de quelqu'un qui a fait l'étude, la thèse et tout ça, mais de Isabelle en tant que... Allez, à toi. Oui, moi je suis Isabelle Bagdassarian. Moi la montagne c'est depuis mon enfance, plutôt les Hautes-Pyrénées, et c'est les sociétés de montagne, les villages. Et pour moi donc, quelle que soit l'altitude, c'est le village, c'est la façon dont la montagne est habitée et vécue. Et moi il me semble qu'il y a toujours une partie collective. Il y a toujours dans une organisation de montagne un moment de la vie ou un moment de l'exploitation qui est collective. Et moi, c'est vrai que c'est ça qui m'a intéressée aussi. Et c'est pour ça que c'est à partir de la Soule que j'ai découvert il y a 20 ans et avec le travail de Bortou-Cariac que ça m'a toujours fasciné de comprendre comment cette société souletine, mais qui va de la mascarade jusqu'au caillolard et tout cet ensemble-là, et à l'industrie aussi contemporaine, en fait, comment il y avait un continuum et un rythme. Et c'est vrai qu'avec les communs, j'ai trouvé une réponse à ça. Alors, je vais vous livrer 3 pistes, parce que je pense que c'est des choses qu'on a évoquées ce matin et qui peuvent peut-être nous donner des liens. Alors, les communs, si on se rattache à la recherche, il y a un concept de commun qui a été défini par Elinor Ostrom et qui a donné un prix de Nobel d'économie en 2009, et qui définit en fait le fait qu'on peut gérer collectivement des ressources sans avoir recours forcément à l'État ou à une entreprise privée, mais par les usagers. Et en fait, pour définir ces communs, c'est les ressources, pas une ressource, mais les ressources. Donc pour nous, pour la montagne, ça serait, on ne prend pas que la partie haute de la montagne, on ne prend pas que l'herbe, mais on prend tout, l'herbe, la forêt, etc., plus l'immatériel. Et pour moi, la montagne, c'est le domaine aussi de l'invisible. Il y a plein de choses dans la montagne qu'on ne peut pas voir si on ne reste pas assez longtemps, si on ne passe pas au moins une année, si on n'est pas en haut et en bas. Donc prendre en compte toutes les ressources de la montagne, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, et essayer de voir qu'il y a cet ensemble-là. Après, dans les communs, c'est aussi les communautés, les personnes qui habitent. Tout le monde a dit, la montagne, c'est une montagne vivante, celle qu'on aime, celle qu'on connaît, celle qu'on veut voir, celle qui existe, celle qui provoque des problèmes d'usage. C'est une montagne qui est vivante. Et donc, toutes les communautés qui vivent autour de la montagne, encore une fois, aux différentes altitudes, aux différentes saisons, les micro-communautés, 3 personnes qui vont monter tous les week-ends pour aller faire du parapente, par exemple, c'est en soi une communauté qui va avoir ses règles et ses modes de fonctionnement. Et une communauté qui arrête aussi de fonctionner, c'est on perd des chemins, on perd des noms de lieux, on perd aussi tout cet invisible de la montagne. Donc la deuxième piste peut-être, c'est voir les communautés, prendre en compte l'ensemble des communautés pour comprendre et pour être sur cette montagne. Et la troisième, c'est l'histoire de la propriété. Moi j'ai entendu, c'est pas public, c'est privé. Même si ça appartient aux communes, c'est quelque chose de privé. En fait, il y a toujours un propriétaire. Mais est-ce que c'est vraiment ce propriétaire qui définit que le lieu est public ou privé? Si vous avez envie d'ouvrir votre jardin toute l'année à toute la population d'un village, vous pouvez le faire. Il va rester propriétaire. Et en fait, les communs nous apprennent aussi que, quel que soit le propriétaire, on peut définir des règles et on peut séparer les types de règles et on peut donner des droits à chaque personne. Et pour définir ces règles, c'est aussi d'avoir des lieux de discussion. Ça a été dit aussi par Bruno, d'avoir des... Où est-ce qu'on discute? Où est-ce qu'on parle? Où est-ce qu'on échange? Ou de dire qu'il y avait plus de problèmes avant entre les bergers. Il y avait d'énormes problèmes, et il y en a encore d'énormes problèmes entre les bergers, mais il y avait aussi des lieux, des moments de régulation, de discussion, des règles hyper précises, hyper fines. Voilà, donc mon petit d'abord sur les communs, ça serait ces choses-là qui ont été dites, hein, mais peut-être les remettre dans cette perspective et recréer un peu tous ces liens. Super, merci Isabelle. À côté de Claude, le monsieur là-bas au fond. Allez, on démarre par là-bas, après Sylviane, après... Allez,
Oui, tout le monde s'exprime. On la pratique pas, on l'aime pas. Des tripes. Alors là-bas de Suzanne, donc bon citoyen, dès les premières vignettes et à travers le travail qui a été présenté par Philippe sur tout ce qu'on a évoqué et débattu depuis des mois et des mois, j'étais un peu inquiet parce que effectivement je sentais que finalement la thématique qui ressort de plus en plus les minutes passant ce matin sur la sensibilisation et sur la pédagogie, tout ce travail, tout ce qui peut nous amener à réfléchir de façon commune sur la montagne n'était pas assez porté. Effectivement, quand je vois dans les premières vignettes un habitant du pays qui dit « moi, quand je veux pique-niquer, je vais à Irati ». Ça veut dire qu'on est vraiment dans ces schémas de ne pas se dire systématiquement si tout le monde va au même endroit au même moment pour faire la même chose, ça pose vite un problème. Donc être toujours dans la montagne, il faut toujours raisonner commun. J'ai visité il y a quelques années la Gaspésie en famille et il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué. Je me suis dit, mais ça c'est une chose simple, géniale. Donc vous êtes dans des parcs nationaux au bout du monde. Donc bien sûr, il n'y a pas d'infrastructure. Et vous avez des petites boîtes. On vous incite à mettre 3 sous pour protéger la montagne. On vous invite à mettre boîte à idées, des informations. Donc c'est des petites choses qui nous font penser commun. On est au bout du monde, mais à travers c'est aussi de la symbolique. Hein. Chaque fois on vous dit non, mais ici vous êtes dans du commun. Pensez au fait que c'est pas juste vous qui vous promenez, quoi. Et donc je crois qu'on doit voir davantage dans les travaux que l'on mène cet axe fort qui est davantage développé sur, donc ça a été dit davantage maintenant, hein, sur comment sensibiliser davantage, comment être davantage pédagogue pour que chaque fois, y compris nous, tous ces gens de la côte, j'en connais tant qui connaissent si mal le Pays Basque à travers sa montagne, systématiquement pensent quand je vais me balader en montagne, je dois toujours penser commun. Je ne vais peut-être pas aller, comme ça a été dit, au même endroit que les autres. Je vais essayer de faire l'effort d'aller ailleurs. Je vais pique-niquer ailleurs, je vais aller ailleurs. Et vous allez où, par exemple? Dites-nous. Comment? Vous, quand vous allez à la montagne, vous allez où, par exemple? J'essaye systématiquement de ne pas aller au même endroit chaque fois pour toujours découvrir. Et je me rends compte que, bon, même si des fois on se perd, parce que voilà, y aller sans GPS c'est chouette aussi, que des fois à travers les chemins qui sont fermés, puisque les animaux ne passent plus, c'est pas toujours des belles réussites, mais j'essaye toujours d'aller sur des chemins différents. Okay. Voilà, et comme ça, justement, je ne suis pas là où il y a tout le monde et qui pose tant de problèmes. Gardez votre jardin secret, vous avez raison. Sylviane, allez. Oui, juste parce que, bon, puis vu de la côte, voyons. Oui, vu de la côte. Mais moi, je suis un peu comme notre ami Lucien. Moi, disons que la rune me sert de cabine météorologique le matin quand j'ouvre mes fenêtres. Oui, pardon. Le matin, quand j'ouvre mes fenêtres, je regarde quelle allure a la rune et je me dis, aujourd'hui, il fera tel temps ou tel autre. Bon, plus sérieusement, j'ai beaucoup entendu, j'ai beaucoup écouté et chacun, il est vrai, a envie de témoigner de sa propre expérience et même souvent tenté de nous faire part d'anecdotes qui pourtant relèvent la réalité de ce que l'on peut vivre sur ce territoire. Moi, ce sont des mots qui m'ont frappée, notamment quand j'entends parler de commun. Alors au début, je m'étais marqué commun Kezako. Bon, oui, voilà, c'est pas très basque, je le sais, j'en ai conscience, mais des mots sont aussi venus communs. Après, il y a toujours un propriétaire quelque part, et ça, je crois qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Et en fait, il y a deux oppositions. La notion de liberté, je suis ici chez moi. La notion de propriété, non, vous êtes chez moi, donc vous devez obéir à des règles. Et puis,
il y a d'autres considérations, c'est aussi respecter la vie sur un territoire que l'on traverse ou que l'on habite. Moi, je vis ça en tant que Cibourienne. Quand on voit beaucoup de monde qui nous arrive à certaines périodes de l'année, on a le sentiment qu'ils ne nous respectent pas. Donc l'inverse est vrai quand on est sur d'autres territoires qui ne sont pas nos territoires d'habitude. Alors, je pourrais reprendre comme ça très longuement tout ce que j'ai entendu parce que tout était bon à prendre et tout était intéressant pour poser les bases d'une réflexion. Parce qu'aujourd'hui, on a entendu et c'est destiné ce que nous allons entendre et exiger de nos discussions futures. Et ça a été tout ceci dit de façon admirable et précise par Isabelle Bagdasarian. Merci. Parce qu'elle a énuméré finalement tout ce que j'avais ressenti et vous l'avez mis en ordre, vous l'avez imagé, vous l'avez cité, vous l'avez mis en ordre et je vous dis merci parce que voilà une bonne base de travail. Ok, allez, à côté. Elisabeth Chariot, donc membre du Conseil de développement. Donc, je ne sais pas quoi en dire. Toi, tu la vis comment la montagne? Tu l'aimes, tu l'aimes pas? Moi aussi, je la vois tous les matins en ouvrant mes volets et elle me sert de station de météo. Par contre, c'est vrai que moi je suis extrêmement ennuyée avec cette notion de propriété. Pour moi, ça ne peut pas être quelque chose de l'ordre de la propriété. Voilà, bon, ça c'est au même titre que la mer. Enfin, pour moi, voilà, c'est vraiment une question très très politique. Et je m'inscris totalement en faux par rapport à ça, en tout cas de mon point de vue. La montagne, je la vis pas sur le mode de la randonnée, je la vis sur... nous, on l'a expérimenté en famille comme un lieu de vie. Donc, c'était partir 10 jours avec le sac à dos, l'âne qui porte tout le matos, et on y vit pendant 10 jours. Ça change complètement le rapport. On n'est plus là en tant que consommateur, on est là en tant qu'acteur dans cet univers-là. Et je trouve que ça, c'est très très fort. Et ça, au lieu de faire une classe verte, au lieu de faire des classes de neige, au lieu de faire je ne sais quoi, partir comme ça avec des gamins, c'est extrêmement enrichissant. Transformer le consommateur en acteur. Totalement. C'est peut-être ça qu'on peut retenir aussi. Totalement, ouais. Et moi, il y a des notions d'autres qu'on n'a pas abordées. Rapidement, Elisabeth, pour que je donne la parole. Voilà. Je les cite juste et après, à la limite, je ferai un écrit sur le sujet. Il y a la notion de ruralité. Je trouve qu'on ne l'a pas abordée et c'est quand même très très fort dans la montagne, pour l'avoir vécu ici et dans le Béarn. Il y a la notion de transmission, mais pas que de la transmission de biens, mais la transmission de savoir-vivre. Parce que c'est savoir-vivre dans ce lieu, au même titre que quand vous habitez au bord de la mer, vous apprenez aussi ces choses-là. Il y a une autre notion qui pour moi n'a pas été suffisamment peut-être creusée, c'est la notion de diversité. Mais dans le sens où la diversité, c'est dans l'expérimentation sensorielle de cette montagne. Il y a la notion d'immobilité, parce que même si ça bouge, même si ça change, néanmoins, il y a un côté d'immobilité, c'est-à-dire que c'est toujours là et c'est pas prêt de bouger, malgré tout. Même si l'environnement change, les saisons et tout ce qui s'ensuit. Il y a la notion aussi d'harmonie. Parce que même si les animaux tracent des choses, il y a quand même quelque chose de magnifique et c'est en ça que ça peut être un lieu de ressources. Et ce qui me gêne beaucoup, moi, c'est quand la montagne est dit outil. Je ne peux pas supporter la notion d'outil, de travail, de loisir. Voilà, ça me dérange énormément. Tu rebondis sur ce qu'a dit Sophie sur la montagne support. Je vais faire mon citoyen, tu vois, 2 secondes. Ah oui, d'accord. Ouais, 3 sujets qui me sont venus, en fait. Moi, ma première rencontre avec la montagne, c'est quand j'ai amené des enfants en colo, dans la vallée d'Aspe, à Louossois. J'étais palois, parce que moi, je suis né à Pau. Et ma rencontre à la montagne, c'est d'amener des enfants qui n'avaient aucun moyen financier de camper pendant des jours et des jours, avec la pluie, les tentes et tout ça. Et ça m'a beaucoup touché ce que tu as dit, elle est partie, de Barcochet. Oui, ils sont partis. On ne parle pas du tourisme social. Et moi, j'ai été marqué dans le chantier tourisme qu'on a animé. Cette question-là n'était pas très importante. Alors pour moi, on va crever aussi de rendre la montagne très haut revenu. Voilà. Et le côté démocratisation et populaire de la montagne, moi, il me manque. C'est comme ça que je l'ai vécu il y a 30 ans. Deuxième sujet,
on n'a pas beaucoup évoqué, heureusement que nous avions un artiste avec nous, je crois qu'il y a une dimension émotionnelle qu'on a évoquée plus ou moins, et artistique, mais je dirais spirituelle, que moi je partage. Moi je pense que même mon rapport à l'identité basque que j'ai retrouvé très tardivement, parce que je suis arrivé ici à 35 ans, c'était quand je venais en montagne et qu'il y avait de l'émotion et que la montagne me faisait pleurer. Et en fait c'est là que j'ai compris ma basquitude avec ce rapport à la montagne. Donc il y a quelque chose que disait aussi Philippe, c'est peut-être Philippe qui en parle comme ça, je ne sais pas. Et la troisième chose, c'est quand je suis arrivé au Pays Basque, je suis arrivé à Elette, et j'ai loué une maison à un agriculteur qui était à côté. Et je voyais, il partait sur une zone intermédiaire pour mettre un peu les brebis avec son fiston. Et je me suis rendu compte que son fiston, en fait, la première fois qu'il a été en montagne, c'était avec moi. Il n'avait jamais été éduqué à la montagne, parce qu'ils allaient tout le temps en voiture au champ à côté. Mais en fait, on est allé juste 100 mètres au-dessus, au Baïgoura. Et il était essoufflé, alors que mes enfants, qui étaient soi-disant des urbains, ont toujours fait de la montagne depuis l'âge de 3 ans. Et en fait, il y avait cette culture de la montagne qui ne dépassait pas le champ, où il faisait juste le petit transhumance comme ça. Voilà, c'était des expériences pour nourrir un peu le débat. Ok. Bonjour. Moi, je suis Cathy Guéguin, donc je suis bretonne. Installée ici depuis 21 ans, je vis à Tarnos, dans les Landes. Aïe, que fais-je là? Je représente une association de femmes chefs d'entreprise qui s'appelle Diriger au féminin. J'ai trouvé passionnant les débats, vraiment. Ça fait quelques temps que j'y assiste. Et j'ai trouvé vraiment passionnant. Alors, la dame qui parlait là, de sa voix, qui disait que ce sont des collines, moi ayant fait... Pardon, j'ai fait Hirokashko et d'autres courses plusieurs fois. Je peux vous dire que c'est bien des montagnes, même si elles sont au début très douces, très rondes, un très joli vert, mais un peu plus haut, oui, ce sont bien des montagnes. Qu'est-ce que je vais vous dire? J'ai trouvé... on parle j'ai envie de dire, il y a eu une période pré-Covid et post-Covid. Pré-Covid, déjà, les gens avaient du mal à respecter beaucoup de choses. Post-Covid, j'ai l'impression qu'ils sont encore moins respectueux. Et comme on dit que c'est privé, moi j'ai envie de dire, il y a un code de la route, pourquoi n'y aurait-il pas un code de la montagne avec des lois, des obligations? Si vous voulez qu'on attache les chiens, il faut le noter, il faut l'obliger, il faut pousser les gens à le faire, parce que les gens, si on ne les oblige pas, ils ne le font pas. Voilà. C'est tout pour moi. Super. Côté, qu'on n'a pas entendu non plus. Jean-Paul Allan, je suis citoyen et je pratique la montagne depuis que je suis petit. Alors, moi, ce que je voulais ramener, c'est un petit peu l'ambiance, l'actualité sur ce thème, parce qu'on se rend compte qu'on a parlé un peu de tout ce matin, mais sur les sujets sur le logement, sur l'attractivité du Pays Basque, tout ça, ça rejaillit sur la montagne aussi. Et tous les thèmes qu'on parle dans le Conseil de développement, ils sont aussi à la montagne. Donc, alors moi, je ne suis pas du tout... même s'il y a beaucoup de poésie dans la montagne, moi je ne suis pas optimiste parce que je prends de l'âge et je vois que les choses, elles se dégradent, quoi. Mais elles ne se dégradent pas parce qu'il y a... D'abord parce qu'il y a trop de monde, plus il y a de monde, plus c'est difficile de gérer le respect, le commun. Et surtout, le monde évolue et on a affaire non pas à des randonneurs, mais à des consommateurs. On commence à entendre parler de ce problème de consommateur. Je suis sûr que tous les gens qui sont dans la salle aujourd'hui, si on va en montagne, il n'y aura pas de problème. Mais les gens les nouveaux montagnards, on va dire, sont des consommateurs. Le lendemain, ils vont faire la plongée sous-marine, et puis le lendemain, voilà. C'est une nouvelle société qui arrive, et il faut quand même en parler. Alors voilà, ce qui est vrai, c'est que là, peut-être qu'il y a la notion de parc national, c'est peut-être des choses qui peuvent permettre de donner des règles à ce commun. Moi, je partage ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, le respect ne suffit pas. La bonne entente ne suffit pas, l'intelligence ne suffit pas, parce qu'on a un rouleau compresseur qui est la société d'aujourd'hui. Et nos petites montagnes, elles sont toutes petites au regard de ce fléau qui arrive. Et je rajoute juste une chose, parce qu'on n'en a pas parlé, mais moi qui pratique tous les jours la montagne, aujourd'hui, aller monter à Arsameni, c'est compliqué. D'où on démarre? Où est-ce qu'on se gare? Il y a beaucoup de choses qui sont... les chiens, c'est évident. Regarde, je rebondis sur ce qu'avait dit Pampi tout à l'heure. À quelques agriculteurs, ils s'organisent pour mettre un berger qui va faire de la pédagogie dans la montagne. Bon, mais qu'est-ce qu'on a dans les parcs nationaux? On a des gardes, on a des gens. La pédagogie, elle va bien. Le confinement, 135 €, vous restez à la maison. C'est bête, mais on en est arrivé là aujourd'hui. Avant, les montagnards, c'était des gens respectueux qui aimaient la montagne. Les montagnards aimaient la montagne et avaient un respect. Aujourd'hui, c'est un produit de consommation, comme le reste.
c'est des produits de consommation, alors il faut 135 €. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. À côté? Oui, c'est Guéry Dumas. Je représente une association qui s'appelle Le Nouveau Guide. Bon, toute évidence, c'est pas moi qui vais vous guider dans la montagne parce que je fais partie aussi de la... Je pense que je suis représentative de la société civile assez inculte sur le sujet montagne, mais assez curieuse quand même. Je ne vais pas rentrer trop dans les sujets de conso et autres parce que sinon il y en a qui savent que je vais plus m'arrêter. Donc je vais vous raconter juste mon rapport à la montagne. Oui, c'est ça qui nous intéresse. Voilà. Et qui est, comment décrire, moi j'ai un rapport, je pense, plus spirituel à la montagne, c'est-à-dire que quand je vais rarement en montagne, mais quand j'y vais, c'est comme si j'allais à l'église, ce qui fait que je ne peux pas aller avec d'autres personnes généralement, j'ai besoin d'être seule. Je me sens en prière, en communion, voilà, et je sais guère dire plus de choses sur ce rapport. Moi, je me rends compte que souvent, je trouve que c'est pas facile pour moi de savoir exactement comment vivre la montagne en ayant peu de culture sur le sujet. Bon, il y a quand même des notions de territoire qui, au-delà de la montagne ou même de la mer, même dans l'absolu, en fait, moi, me questionne toujours beaucoup. Mais c'est vrai que j'associe quand même la montagne à une forme de liberté parce que c'est en tout cas le rare lieu, grand lieu, mais où je ne vois pas de clôture. Et c'est vrai que quand je vis sur Hasparren, quand je veux me balader aux alentours d'Hasparren sans prendre ma voiture parce que j'ai l'impression que c'est plus écologique, parfois je peine à savoir par où je peux aller, en fait, parce que c'est clôturé, parce que tout ça. Donc il y a quand même ce rapport de liberté qui, enfin voilà, cette notion-là pour moi qui est importante bon, quand j'entends toutes ces problématiques de respect, de manque de savoir-vivre et tout ça, moi j'ai l'impression que ça me déchire parce que je sais pas comment on en est arrivé là, mais je crois qu'on voilà. Et ces rapports de consommation, moi je trouve que sensibiliser, faire de la pédagogie, j'ai l'impression que ça manque de bonnes claques de temps en temps quand même, parce que la bienveillance est bien gentille, mais enfin, voilà, je serais un peu cash. Martine, qu'on n'a pas entendu, juste une ou deux personnes, et après je laisse la parole pour la conclusion. Oui. Donc Martine Boucher, moi je suis pour le cadre au Conseil de développement de collectivités d'associations de défense de l'environnement. Bon, à titre personnel, moi j'habite à Montguer et Elisabéry, et à chaque fois que j'arrive sur la hauteur de la route des Cimes pour aller vers Elisabéry, les enfants sont toujours beaucoup moqués de moi parce qu'à chaque fois que j'arrive sur le plateau, je leur dis regardez comme c'est beau. Et voilà, ça c'est mon... Voilà, mais maintenant ils le font eux-mêmes hein, quand ils amènent... c'est ma petite victoire. Quand ils amènent leurs amis à la maison. Je marche beaucoup, mais très peu en montagne, parce que comme l'a dit la dame, ça se mérite. Et moi, mon maximum, c'est l'Oursouya, et je mets une semaine à m'en remettre après. Et je crois... Mais je ne cherche pas... Et à la fois, quand j'y vais, je suis tellement contente d'y être arrivée que ça me nourrit pour... quelques semaines, donc j'ai pas besoin d'y aller beaucoup. Mais je pense que donc il faut faire très attention à ne pas rendre la montagne accessible facilement. Et moi, alors le cadre, on a beaucoup bataillé contre les aménagements de la rune tels qu'ils étaient préconisés. Et je crois que la montagne, effectivement, ça se mérite, comme l'a dit la dame, et ça doit faire rêver. Et je pense que surtout, il ne faut pas faciliter en fait l'accès quand on n'en est pas capable, quand on n'est pas capable d'arriver jusque-là. Soit on travaille et on se donne cet objectif-là d'un jour d'y arriver, soit on fait comme moi, on se limite aux petites collines. Voilà, donc voilà mon point de vue. Derrière. Bonjour, Maïder Lapix. Donc moi je suis salariée à la Chambre d'agriculture, responsable du service élevage et pastoralisme. Mais je suis avant tout, alors moi la montagne c'est ma vie, j'y suis née. Je suis aussi de Baïgori, je trouve qu'on est nombreux de Baïgori, c'est très bien aujourd'hui. Moi je suis de la montagne à la limite de Banca, donc tout en haut du village de Baïgori, de la montagne des motofaucheuses et des râteaux, depuis que je suis petite. Et on a vu des images de 1990, mais la réalité des motofaucheuses et des râteaux, j'aime autant vous dire que c'est encore la réalité d'aujourd'hui, et que moi je tire mon chapeau
à tous ces éleveurs qui font vivre la montagne et qui maintiennent tous ces paysages ouverts parce qu'ils en ont besoin. Alors oui, je comprends que le terme outil vous gêne, mais c'est une réalité quand même. La montagne, c'est une continuité des exploitations et ils en ont besoin pour vivre. Si ils se la donnent autant, c'est aussi parce qu'ils en ont besoin en termes de ressources fourragères. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, j'étais contente de voir dès le départ de cette matinée des termes comme qu'on ne veut pas mettre sous cloche, on veut donner la priorité à l'agro-pastoralisme. Ça fait du bien de voir ça parce qu'au quotidien, moi dans mon métier, j'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas malheureusement quand on voit l'accumulation notamment des réglementations environnementales. C'est important de... Enfin, je pense qu'il y a aussi des événements comme le Covid, mais peut-être aussi à notre échelle au Pays Basque, des événements comme l'incendie de la Rune qui commencent à faire prendre conscience aussi de l'importance de ces métiers-là, de l'importance d'un agropastoralisme vivant, dynamique et productif. Juste, je vais essayer en 20 secondes de répondre à la dame, parce que je crois que personne ne lui a répondu sur la PAC. La politique agricole commune, elle a été mise en place à la base dans les années 60, et puis après, surtout à partir des années 90, mais pour compenser des prix agricoles bas, pour pouvoir rentrer sur le marché mondial. Malheureusement, force est de constater qu'encore aujourd'hui, les prix agricoles tels qu'ils sont, ils ne permettent pas aux agriculteurs de vivre de leur métier décemment, sans avoir la nécessité et sans être aussi dépendants des aides de la politique agricole commune. C'est une nécessité pour pouvoir vivre malheureusement sur beaucoup d'exploitations. Mais la distribution d'aides européennes, il y a aussi des contreparties, et notamment des contreparties de plus en plus environnementales. Et oui, pour pouvoir toucher les aides de la PAC, il y a notamment des contreparties pour maintenir des surfaces propres. Donc voilà, c'est pour ça qu'on entend souvent parler aussi de l'effet pervers de la PAC. Alors après, on l'interprète comme on veut, mais la PAC, malheureusement, c'est encore des aides nécessaires pour que les agriculteurs vivent dignement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et le terme respect qui est revenu souvent, c'est un terme auquel je tiens énormément aussi. Il faut vraiment... C'est important de respecter le travail de nos éleveurs en montagne. Alors, le monsieur là-bas au fond, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Parce que je crois que vous n'avez pas pris la parole. Juste pour le respect de la parole à tout le monde. Alors, il y en a qui demandent la parole, mais il est 1h moins 10. Il y a une petite conclusion par Pascal. Alors, je ne sais pas si on se prend 1 minute, mais 30 secondes alors. Hein. Alors, le monsieur d'abord. Oui, moi je représente la mission locale du Pays Basque. Le micro tout près pour qu'on vous entende. Donc, je représente en fait la jeunesse défavorisée et je vais un peu dans le sens de notre animateur qui a parlé du tourisme social et qu'on a du mal à développer. Et quelquefois, on peut organiser quelques sorties en montagne justement pour faire découvrir, parce que là c'est une découverte pour ces jeunes défavorisés, si vous voulez, les joies de la montagne et tous les avantages qu'il peut y avoir. Si vous voulez, venir s'y promener, découvrir la faune, la flore, etc. Donc c'est ça qui est important. Ok, alors, bon, avec la permission des organisateurs, je donne quand même la parole à Pierre, mais 30 secondes. Juste le micro pour qu'on l'ait enregistré. Pierre, Stéphane et Sophie. Voilà. Et après, la mission sera presque remplie avant de donner... Oui, je serai très bref. Donc, tout ce qui a été dit, je pense, mais je n'ai pas entendu parler beaucoup d'une chose qui est évidente dans la montagne basque et qui ne l'est pas peut-être quand on parle des montagnes des Pyrénées dans la partie béarnaise et tout ça, c'est la relation qu'on a avec le sud. Disons que les Souletins avec Salassar, nous, Gracie avec Aescoa, Baïgori avec Hérault. Donc, je pense qu'il sera très important cette notion-là de la développer pour avoir des politiques communes de la montagne. Ok, on l'a un petit peu évoqué en préambule. Inch'Allah avec Béla. Voilà. Stéphane ? Au sujet du PNR, moi je sais que quand j'en parle avec les habitants d'Irisari, un parc, ça leur fait peur. Ce qui en ressort, c'est qu'il y a très peu d'informations, ils en entendent parler, et ils ont peur, en gros on me dit on va finir comme des Indiens dans nos réserves. Une autre chose, très vite, je reviens sur le mot salle tout à l'heure.
Ce qui pour moi est vraiment, qui pose souci, on travaille sur différentes études écotoxicologiques. À l'heure actuelle, on envoie plusieurs centaines de cadavres d'animaux de toute espèce en analyse. On n'a plus rien de propre à l'heure actuelle. On a des vautours qui développent des résistances aux antibiotiques, on a des métaux, on a des pesticides, et ça va aussi bien de la taupe aux vautours. Plus rien n'est propre. La fermeture des milieux avec la déprise agricole, c'est un sujet qu'il faudra qu'on aborde un jour, mais avec tout le monde. En gros, en France, l'avancée du loup, si on la superpose avec la déprise agricole, on voit que aux endroits où il y a de la déprise agricole, c'est les endroits où le loup avance. Donc plus il y a de la déprise agricole, plus le loup aussi avance dans les milieux. Et au niveau pédagogique, pour passer des milliers d'estivants par an au sommet de la Rune lors des animes, alors ça marche avec certains, mais au bout d'un moment, même en leur expliquant qu'ils ne doivent pas redescendre la Rune en tongs, ils me regardent gentiment, je leur explique pourquoi ils le font. Au bout d'un moment, je crois que le carnet à souche, il faut faire voler les PV, quoi. Voilà, sur ces différents points. Ok, Stéphane. Et Sophie? Non, moi je voulais revenir pour la réponse à qui appartient la montagne. Voilà, moi perso, j'ai envie de dire, elle appartient à personne. Voilà, par rapport au côté propriété privée, il y en a assez déjà de propriété privée partout avec les soucis, mais par contre, la gestion, elle est privée, hein, d'accord, c'est un espace pour moi qui appartient à tout le monde avec une gestion privée, donc ce qui sous-entend droit et devoir, là c'est évident. Voilà, appuyer dessus, hein, voilà, elle appartient à personne, okay. Mais voilà. Moi je voulais revenir sur libre et pas libre, parce que, bon voilà, Juliette a parlé de la liberté. Alors, et par rapport au maire de Larot, qui parlait non, c'est pas libre. Alors moi, je voyais liberté. Bon, moi, j'ai été salariée et vraiment, pour moi, aller en montagne, c'était vraiment aller dans un espace ouvert qui ouvrait les horizons et qui faisait un plein d'énergie pour la semaine. Donc voilà, c'est comme ça que je vois la liberté, hein, c'est-à-dire se regonfler par rapport à faire face après au défi de tous les jours, quoi. Voilà, au défi de la semaine à venir. Donc bon, maintenant je suis plus salariée, donc voilà, je suis passée dans l'autre camp, mais voilà, c'était ça que j'avais envie de dire. Et par contre, je suis bien d'accord que c'est pas libre, hein. Voilà, justement, liberté, c'est nous, c'est un espace ouvert, mais on n'est pas libre de faire ce qu'on veut dedans. Voilà. Voilà, donc voilà, je voulais intervenir là-dessus parce que c'est comme ça que je l'aurais dit comme ça, mais avec ce ressenti dessous. Moi, j'ai envie de dire que en montagne, on est à notre place, c'est-à-dire on n'est rien du tout. Voilà, et c'est ça qui nous fait, moi je trouve qu'il y a une dimension d'être humble en montagne. Voilà, c'est que là on se retrouve, on n'est plus les rois de rien du tout. Il y avait une vidéo sur un berger qui témoignait, j'ai eu la chance d'être berger, et il disait ça, il disait, voilà, quand on est en plein brouillard et tout, il y en a qui lui avaient dit que vous êtes les rois de la montagne, et il dit non, on est les rois de rien du tout. Voilà. Et il opposait, moi j'ai trouvé ça très chouette, quand on lui avait demandé si c'était dur, comment il vivait sa vie en montagne. Il disait, pour moi, il voyait deux choses. On lui demandait est-ce que c'est pas dur de la solitude. Il dit non, en montagne, c'est pas la solitude. On peut être seul en ville, mais voilà. Mais par contre, ce qui peut être dur à vivre, c'est l'isolement. Voilà, il y aurait des définitions. Des petits trucs comme ça. Et après, moi, j'ai un questionnement justement sur les lieux surfréquentés. Moi, voilà, en tant qu'utilisatrice de la montagne, je suis d'accord avec je ne sais plus qui disait qu'il n'allait jamais. Il y a des endroits, je m'interdis d'aller à plein d'endroits en juillet-août parce que c'est infernal, voilà, c'est pas possible. La question, elle est justement, est-ce qu'on doit, voilà, dans le cadre de la montagne, est-ce qu'on doit quand même... par rapport au tourisme aussi, hein, je veux dire, est-ce que des lieux surfréquentés, il en restera, parce que ça reste les symboles, mais justement, on avait dit, on va essayer d'éviter la surfréquentation pour éventuellement les faire passer ailleurs. Mais les faire passer ailleurs, où, la question? Aujourd'hui, voilà, il y a un problème, par exemple, sur Amicoussé. Là, il y avait un petit document qui était fait sur 35 randonnées qui étaient proposées. Si aujourd'hui, ce document était à refaire, a priori, il n'en resterait plus que 2. Sur les 35, voilà. Donc la raison, ce sont justement les propriétés privées, les zones à traverser. En fait, maintenant, il y a la peur de tout, quoi. Il faut aucun risque, aucun truc, aucun machin, et ne pas traverser de propriétés privées. Donc les communes, elles
témoigne que finalement des agriculteurs se sont appropriés des chemins communaux, mais qui ont bien arrangé, il faut dire, les deux côtés avoir de la lumière des deux côtés. Ça a bien rangé les communes pour éviter d'entretenir des chemins, et maintenant que c'est au milieu d'un truc, on ne peut plus y passer. Donc ma question est, et je trouve que ça pourrait être comment et quelle intelligence y a-t-il de créer, est-ce qu'il faut, voilà, quel chemin ailleurs, est-ce qu'on ouvre des chemins, pourquoi, comment, etc. Est-ce qu'on balise ou pas, parce que moi je suis, voilà, est-ce qu'on balise des chemins, moi qui vais ailleurs aussi, il y a des endroits, c'est bien agréable d'avoir un truc balisé. Moi je suis à l'ancienne, je suis à la carte, moi j'ai besoin, moi les GPS et tout, ça me fait vraiment, j'aime pas parce qu'on y voit, il y a une vision partielle, voilà. Bon bref, et voilà. Donc la question, elle est est-ce qu'il y aura comment réagir sur de l'ouverture de chemins, éventuellement de balisage. Est-ce que nous aussi, en tant qu'association de montagne, ou est-ce qu'on peut faire intervenir les communes et tout pour avoir, je vais proposer déjà une journée de nettoyage de chemin, par exemple, avec accord évidemment, mais est-ce qu'on ne peut pas décider d'une journée d'intervention? Parce que quand les choses se ferment, il y a aussi des chemins qui se ferment parce qu'il n'y a pas d'animaux, mais parce qu'il n'y a pas non plus de passage. Voilà, c'est tout. Excusez-moi. Ok, oui, entre les définitions, il y a plus de piles. Alors voilà, donc conclusion juste, je donne le micro à Pascal, Cécile et Bakik. Avec le pot que vous avez, on va donner le micro à Bakik et après il n'y aura plus de piles. J'étais très très heureux d'assister à ça parce que je pense qu'on est vraiment arrivé à un carrefour et il faut vraiment qu'on se parle. Et là, on a bien vu qu'on a chacun nos entrées et je vais revenir sur l'artiste qui a sculpté un œil. Et là, on a vu tous les yeux qui se tournent vers... On a tous notre façon d'aimer la montagne. Donc, je fais partie de ceux qui l'entretiennent parce que c'est un outil de travail, étant donné que je suis agriculteur. Mais l'importance aussi, parce que c'est de la thérapie pour beaucoup, et ça, on ne peut pas le négliger, de dire, on ne peut pas le balayer, quoi. Et aujourd'hui, vraiment, moi, ce que je retiens de ça, c'était très très riche. Je veux dire, il y a plein de témoignages que je partage, d'autres qui m'ont soulevé des interrogations, parce que j'y ai pas pensé, quoi, tout simplement. Et d'où l'importance qu'on se parle, quoi. Vraiment, l'importance, il faut qu'on se parle, il faut qu'on parle de cette montagne, il faut comment on fait. La propriété, alors je défends souvent dire que la montagne, il faut que ça soit comme la mer, il faut que ce soit un espace libre. Le seul souci, c'est que notre société, il ne faut quand même pas oublier là où on est rendu, quoi. Il y a tout le temps une recherche de responsabilité. Et moi, je me souviens avec mes parents, enfin mes défunts parents, ils me disaient, avant c'était bien, hein, on n'avait pas les assurances. Non mais on s'imagine même plus qu'on a des parents qui n'étaient pas assurés, quoi. Enfin, c'est exactement ce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas, quoi. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, on est en recherche de responsabilité, quoi. Et donc à partir de là, ça devient compliqué. Alors dans ma vie de petit élu, parce que quand vous êtes élu, en général, vous avez une maladie. Vous êtes responsable à peu près de tout. Et donc, on vient très souvent rechercher, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur le monde agricole, sur les accidents, j'en passe des meilleurs. Et donc, on se dit, effectivement, il y a quand même, il va falloir des règles. Alors, je rejoins Stéphane, je ne sais pas s'il va falloir sortir le carnet à souche, mais ils ne comprennent pas tout ça quand même. Même aussi pédagogue qu'on est. Alors ça fonctionne quand même. Les chiens en laissent parce que je vais pour la montagne. Alors étant donné que quand vous avez du bétail, il faut éviter le chemin. Donc chez nous, comme diraient beaucoup de Souletins, c'est des taupinières. Là, à l'ouest, là, du côté de la Rune. Et il y a beaucoup de touillas. Donc vous mettez un jean. Et quand vous voyez un jean avec un bâton de noisetier ou autre, les gens, quand ils voient, ils ont le chien qui n'est pas en laisse, ils l'attachent. C'est rigolo quand même. Il y a quand même une grande majorité qui le rattachent. Tu vois. Mais après, ceux qui ne l'attachent pas tout court, voilà, c'est ce qui fait évidemment des gros soucis, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment à renouveler et à élargir, parce que bravo pour le travail que vous effectuez, le Conseil de développement, mais bravo vraiment du fond du cœur, parce qu'il va falloir passer par là, il faut qu'on se parle. Hein.
Il faut qu'on se parle, il faut qu'on se touche, il faut qu'on se sente. Il n'a pas dit qu'est-ce qu'il fallait sentir, c'est bon. Bon, Shakura iba itzinen lehenago, bref. Bon, fite eta labur bilduz, pixka bat berba egin honetan, zer atxikitzen ginuen goizuntaz. Puntu edo galdera batzu, lehen gauza mendia gutenentzat aberastasun bat dela, hori uste dutenentzat argi dela. Eta ere bizia den leku bat. Gero perbada ez duguna, edo gutxiago aipatu duguna da, mendi hortan, errandugu definitu behar dela, mendi hortan badirela ere herriak. Aipatitu ditugu bazter mendia, herriak berak, eta herrian eta herritarrak herrietan bizi direnak aipatu behar ditugu. Jabetasuna edo erabilpena. Eskubidea edo eginbideak. Mendiaren geroa ez gu denen ardura. Erresponsabilitatea. Jabetasunaz eta erabilpenaz gogoeta bat beharko dugu ereman. Beste bide bat elkarlana. Oartzeutu gira eta baginakian, hor agertu da argiki, bakotxa bere alde gogoetan ari dela, beraz noiz nola eta zerri buruz behar dugu gogoeta lan bat ereman, eta zer tresna eraikitzeko eta lortzeko. Eta azken puntua, hezkuntza eta transmisio lana. Hori, nondik abiatzen gira, nok atxikia ditu gure arbasuan ezagutgarria edo egiteko moldeak, nor da gai gauza horien transmititzeko, guk uraikoek zer dakigu eta zeren transmititzeko gai gira. Eta zer behar da transmititu. Beraz uste dut beste bilkura batzuetan badugula lan egiteko. Esker deneri. Beaz, erran nuen, itzali da mikroa, beaz. Nik ere, nik galderak pausatuko ditut. Garbia eta zikina. Ustut, debrusaiozari galdegin berzakola. Usu hala da, en fait. Joan behar dela garbitzea, bideska bat ere, batzutan, ezin da joan batzutan, behaz. Gero behar bada bideska hori utzi behar da etxirik. Hori ote da. On est chez nous, je supporte plus. Barkatu, baina eta ez da azken elekzioen emaitzia, da, ez dut gehiago suportetzen. Ez gira gure etxean, ez da neor bere etxean, gira gure seme eta alaben etxean eta ono. Ondoko belaunaldien lujan gira, egin dezagun gure lana eta gure lan minimoa. Bai, multi-usage problematikak eta doneanekoari lotzen iz, bakizi esortzez alan izala, nire donean eloitzunekoan iz. Eta multi-usage direlako horiek, mendian bezala, itxasuan ere, berdin pausatzen dira, berdin. Eta ez da lekoik munduan, haintxeur landesetan ere, badira multi-usagen arteko arazo ikaragarriak biztan dena. Problema da, bertzearen errespetua eta ez ni nola baliatzen dutan naizen lekua. Bez hor bada galdera eder bat ere, nola pausatzen dugun galdera hori. Le transversal ou perpendiculaire, j'ai adoré. Bikaina hori. Oui, parce qu'une haie dans l'autre sens, ez bada ikusten nola joiten den ura, ez da txikitzen hori segur. L'espèce qu'il faut protéger, c'est l'éleveur hori, maitatu nuen ere biziki. Eta ustut ez girela konturatzen hori zigarri importanta dela. Surusage, surexploitation, etc. hori hainitz entzun da. Baita ere surfrekantazio, sur hainitz izan dira aipaturik gaur. Ados, baina zer da erantzuna. Limitatzen ditugu gauzak, erabakitzen ditugu leku batzuk hetxi behar direla, noiz behinka, betiko,
erabakitzekotan gira, gai gira denen artean alako erabaki importantik hartzeko, leku batzu esten ditugu osoki edo 3 hilabetez. Nik adibidez, badut usu aipatzen dutan adibidea, baina badauain 15 urte, Joel Darrikok erabakik duela azarotik otsailera arpeak etxiak direla. Baina etxiak, berak ere, familia ere, ez da neor sartzen. Eta oartu dira, behapaldu direla kalte guziak 150 hori egin eta gehoz. Behaz, mesidu behar bada, ustea natura nahi duen gixan batzutan, ez dakit, galdera bada hori ere. Eta bertzalde, surfrekantazio hori, ez ote da hon, nonbait. Joan den aldian, xaran banuen bilkura bat, behaz, xara joaniz, eta pastuniz lepotik. Zaniasoko lepotik. Eta jende guzia bazen, deia, haikainan gira, eta mukurru betea zen lepoa. Bistan dena, surfrekantazio, gira jadanik, jende gehiagi bada hor. Baina, ni nahi hoitut hor, mendik askoetan baino, nunbait. Ez ote ditugun metatu behar nunbait, hor bederen, ez dakit, hor ere, voilà. Metatzen bari bat dugu nunbait. Tanzor, maite dute metatzea, diadanik metaturik bizi dira hirietan, zendako ez dakit, ni pausatzen tutola galderak, eta ez da provokazio hutsa. Bertze bat, unek, atzo entzun dut, franzen terren, entre les lobbies de l'agriculture intensive et les nouveaux lobbies environnementaux urbains, badela bide bat. Voilà. Imetatu dut, biziki nola janduen lobby environnementaux urbains. Hori, jaite maizinu, ez nok jandu, la ruralité, là j'ai bien aimé ce côté-là. Plus de chasseurs, barkatu. Bitia da frantzesa quand même. Gehiago edo bat ere jaiten aldu itzberak, plus. Zehatzago gira eskoaz, jakin zazie, behaz mire esker antioan. Behaz, ez da gehiago iztaririk. Behaz, nola iten dugu, belar jale eta horren besteren limitatzeko. Otsoak ateratzen dugu berriz, uzten dugu gure oianetan, badakigu piskatugunago hartzaren arazoa, pentsazazia otsoari bihar. Me bon, gero, otso belar jale ona da, otsoa, hori sigur. Eta ez lapinak bakarrik, ondiagoak ere. Surdeak eta jaten duzte, bola. Eta, zer nuen, lekomean, biztan dena, iduitzen zaut, hastapenean, zure erranetan, ulertutala zerbait, hastapenean komunak kulturalak zirela ere, zen osotasun bat, zen denen arteko baten zerbait pentsaketa bat, filosofia bat, eta baita ere, tresnen erabilketa. Bilakatu dira pitiaka, eta ala ditugu ere, sindika de Val eta bertze horiek, tresnak bakarrik, edo tresnen kudeaketaren gauzak bakarrik. Ez ote ditugu berriz bilakatu behar kultur aman komunaren guneak. Beaz, ez dakitu hartu zidezten, mainan bazen kingarri da. Nahi nuen hartu hastapenean, egun hastapenean, nahi nuen hartu goizu hontan, nahi nuen hartu irodi hori, hemen etxiago zen, baina jartze bagira, jartzeik urrundu ditugu, han ere pixkat etxiago zen, eta bazuen bi parentesien forma bat hola. Eta bi parentesi hola gurutzatzen direlarik, edo urbiltzen direlarik, gauza biziki feminino bat ateratzen da irodian. Eta uste dut, hortaik sortu dugula gauza polit bat, gaur, da demokrazi parte hartzaile baten ariketa edera. Eta hala ere, justu forma hortarik, nik badut pentsaketa bat emazte guzientzat munduan, harrigarria da, gaur Amerikak emaiten duen irudia, badut pentsaketa hori, eta irudi hori banuen, minesker artista eta minesker guztiak.